Monsieur, bonsoir. D'emblée, nous nous excusons pour le léger retard, il est involontaire. De la démocratie récréative, c'est le titre du livre du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, maître Jean de Dieu Momo, dédicacé à Yaoundé le 14 juin dernier. Pour l'auteur, et je cite, « Nous sommes un État néocolonial dans lequel le président est devenu otage, pour ne pas dire rendu esclave des multinationales et establishments internationaux. Chaque chef d'État qui refuse ce système et tente de s'en éloigner, pour s'évader, est immédiatement abattu, liquidé ou pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. » Fin de citation. Pour illustrer son propos, l'auteur cite entre autres, parmi les présidents assassinés, Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Muammar Kadhafi, Thomas Sankara, Oumniobé, non sans parler des chanceux qui ont été jetés en prison comme Laurent Gbagbo. Le livre qui paraît dans un contexte politique et sécuritaire particulier sera donc décrypté ce soir et bien évidemment, nous aborderons avec notre hôte des points saillants de l'actualité nationale. L'auteur est né le 24 janvier 1960 à Bassessa Bafoupa-Tchank, c'est à l'ouest Cameroun. Il est fait ministre, délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, le 4 janvier 2019. Momo Jean de Dieu étudie le droit à l'université de Yaoundé, la science politique à l'université de Douala, après avoir été à l'école publique de Bafou, Carrefour et au lycée de Tchang. Il est admis en 1992 à l'examen d'entrée au barreau du Cameroun comme vice-major de sa promotion et en sort également vice-major pour être inscrit au barreau du Cameroun en 1994. Dans la vie politique, il a mené plusieurs combats, dont celui dit des 9 de Bépanda, dont on s'en souvient certainement. Mais Jean de Dieu Momo est également le président du parti Les Patriotes pour le développement du Cameroun, le PADEC. Jean de Dieu Momo, bonsoir. Bonsoir, Lupita Tongo. Bonsoir à vos téléspectateurs, qui sont bien nombreux. Je voudrais leur faire un coucou à chacun d'entre eux. Merci vraiment d'être parti spécialement de Yaoundé pour honorer cette émission et surtout parler à nos téléspectateurs. Monsieur le ministre, président, maître, quel titre affectionnez-vous le plus? D'abord, je suis ici au titre, non pas au titre d'un membre de gouvernement, je ne suis pas ministre ici. Ma tenue vestimentaire, le prof, je ne suis pas en bleu, noir, avec chemise blanche, enfin les tenues officielles, n'est-ce pas? Je suis ici relax. C'est un auteur qui est ici chez vous. C'est un auteur qui veut partager le fruit de sa réflexion, qui peut peut-être aider à régler les problèmes de tous les Camerounais, de chaque Camerounais et de tous les Camerounais. Alors, on vous a connu un moment musicien. Voilà. On vous sait avocat. Voilà. Vous êtes ministre. Et on vous découvre auteur. Qui est finalement Jean de Dieu Momo? Alors, c'est trop compliqué pour me définir. Je suis celui qui ne chôme pas et qui n'a jamais chômé. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi les gens parlent de chômage. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que j'ai toujours une carte en réserve. Je me suis essayé à la chanson, rien que pour prouver que je peux chanter. D'accord. Et que chacun peut chanter. Eric Nando va certainement nous préparer le clip tout à l'heure. Non, j'espère que non. D'accord. Parce que j'ai chanté des choses que je renie aujourd'hui. D'accord. J'ai chanté des choses à une époque où je ne comprenais pas comment fonctionnait le monde. Voyez-vous, les gens pensent que j'ai changé, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, Jean de Dieu Momo, avocat des droits de l'homme. Je pense que j'ai été plus connu comme avocat des droits de l'homme. Vous venez de parler de l'affaire des 9 disparus de Bépanda, mais c'est une affaire qui vient dans les années 2000, 2001, puisque c'est à ce moment-là que j'entre en jeu. Mais avant ça, je suis déjà le président
de l'association des consommateurs depuis les années 99 et tout ça, pour lutter, n'est-ce pas, en faveur des consommateurs. Et chacun doit se souvenir peut-être de cette époque où je luttais contre les délestages. Déjà, et je pense que c'est M. Niadi Fendi qui était qui était directeur général de la SONEL de cette époque-là. Il est aujourd'hui président du Sénat. Donc, oui, mes combats ont été très nombreux. Après ça, les gens ne savent pas qu'en 2005, j'étais l'avocat des Ben Skinner. Vous savez qu'il y a eu un mouvement de Ben Skinner, je crois entre 2003 et 2005, je me perds un peu. Et la ville avait été immobilisée par les Ben Skinner jusque sur le pont du Voury. Et à l'époque, c'est moi que les populations sont venues chercher à mon cabinet d'avocat pour me dire il faut venir nous sauver. Les boutiques avaient fermé dans les à Douala, comment on appelle Douala, à Rupo. Absolument. Et les mesquins avaient envahi la chaussée et vraiment c'était terrible. Hein? Les policiers se cachaient parce qu'ils en voulaient particulièrement à la police qu'ils accusaient d'avoir tué un des leurs. Et donc ils s'étaient agglutinés autour d'une station Total, je pense, au niveau de Stamatiades. Et on est venu me chercher pour dire attention au dérapage, ils vont brûler tout. Absolument. Et à cette époque-là, j'étais un peu, j'allais dire, j'étais l'avocat des pauvres et l'avocat du peuple. On me présentait comme l'avocat du peuple. Et donc je suis venu et je les ai calmés. Je les ai fait sortir de la station. Je les ai amenés à une télévision qui soutenait nos actions à l'époque, qui soutenait les actions, j'allais dire, des activistes de cette époque-là. Je ne veux pas la nommer ici, puisque je suis maintenant en porte-à-faux par rapport à ces idées que nous distillions hier. Toutes ces idées qui ont pollué la jeunesse et qui ont été transportées par un certain nombre de journalistes de cette époque, et par moi-même, en premier. Et donc, j'avais réussi à calmer ces gars-là, en leur proposant de ne rien casser pour que leur discours puisse être entendu. Et finalement, je les avais conduits à l'hôpital La Quintini. C'était le docteur Tonnet qui était encore là pour demander, pour prétestant qu'il fallait que nous allions donner du sang pour sauver ceux des blessés qui étaient là. Et ça avait été très très bien pris. Nous avons calmé le jeu. On est parti là-bas. Et je me souviens que j'avais demandé une béquille pour donner à un des blessés dont la jambe avait été amputée, finalement amputée. Et comme là-bas, on peut vous prêter juste des béquilles, mais après, il faut rendre. Parce que je me souviens que quand le docteur Tonnet m'a demandé de remettre la béquille, je lui ai dit très goguenac, mais monsieur, mon docteur, la jambe n'a pas encore poussé. Donc, j'ai confisqué la béquille de l'hôpital à Kentini. Donc, oui, j'ai été donc de ces avocats-là, mais les avocats qui vraiment étaient... moi, j'étais l'avocat de la résistance, si vous voulez, une sorte de maître Connolly. On vous a vraiment vu dans l'affaire Vanessa Tchatcho. Exactement. J'étais de tous les combats. Avant ça, vous oubliez que j'ai été l'avocat de Mboua Massok, lorsqu'il a commencé à faire des écrits sur la statue du général Leclerc, que j'ai été l'avocat de Blaise André Sama. Vous oubliez toutes ces causes-là. Je les ai embrassés. Dans l'affaire des 9 disparus, c'est moi qui portais toute la famille. J'entends aujourd'hui que les gens cotisent de l'argent pour soutenir telle cause. De mon temps, c'est moi qui sortais mon argent. J'avais jamais eu l'aide de personne. C'est moi qui sortais de l'argent. Et on peut dire que le poste que j'occupe aujourd'hui, je ne suis pas le premier avocat à occuper ce poste. Il y a eu d'autres avocats qui ont occupé ce poste avant moi. Donc, est-ce qu'ils ont fait les mêmes choses que moi? En tout cas, moi, je suis celui que les gens semblent beaucoup détester parce qu'ils pensent que je les ai trahis. Ils pensent que j'ai changé. Ils disent que j'ai retourné ma veste. Avant de prendre peut-être ce volet, cette première phase du jeune avocat, défenseur des causes du pauvre, quelles leçons vous en retenez? Ah oui.
c'est une riche expérience que de défendre les pauvres. C'est que la leçon première, c'est que vous, certains confrères m'accusaient d'embrasser les causes. Oui, j'accepte, j'embrassais les causes. Je faisais mienne les causes. Je prenais les causes. D'autres disaient que je suis prêt à acheter les causes pour pouvoir les plaider. Je ne gagnais, c'était pas pour gagner de l'argent, puisque je suis prêt à les acheter pour les plaider. La leçon que j'ai tirée, c'est que quand vous prenez la défense des pauvres et des déshérités, et je continue à prendre leur défense, il ne faut pas compter sur leur reconnaissance. Il ne faut pas compter sur leur remerciement. Il ne faut donc pas, il faut simplement faire ce que vous pensez devoir être fait. Et je n'ai pas changé, je suis toujours dans la défense des pauvres et des déshérités. Mais à un autre poste. Et à un autre poste où le président de la République, Paul Biya, m'a placé précisément pour que je défende ces postes-là. C'est-à-dire, maintenant, on va juger le maçon au pied du mur. Alors, et il m'a dit, il vous prend au défi, il vous met là. Vous êtes le défenseur des pauvres, vous êtes le défenseur des déshérités, vous êtes les défenseurs des laissés pour compte. Voilà un bon poste pour lutter contre les injustices que vous avez décriées hier. Justement, entre-temps, donc, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, vous n'avez pas la tenue officielle ce soir, vous n'avez pas le costume officiel. Avez-vous changé de veste? Je veux dire que c'est l'une des critiques les plus fortes qui vous est faite, depuis pas seulement le 4 janvier, mais tout au long de la campagne présidentielle, votre discours évolué dans la pré-campagne, dans la campagne, vos amis d'hier, dans le... Voilà, ils estiment que vraiment, vous les avez trahis. Est-ce que Jean de Dieu Momo se sent-il un traître de ses copains aujourd'hui? C'est que c'est eux qui n'ont pas compris. Je suis toujours leur défenseur, mais je suis à une position de pouvoir qui puisse mieux les aider. Je suis en poste depuis 6 mois, monsieur Dipita Tongo. J'ai reçu au 11 juin plus de 522 personnes qui sont venues me parler, me dire leur désarroi, me dire leurs problèmes, crier certains pour des injustices qui ont été commises, et d'autres qui venaient pour demander assistance. Et je puis vous assurer que il y a aussi d'autres qui voulaient des promotions, etc. Il y a tout ça. Et je puis vous assurer que chaque fois que j'avais une victime d'une véritable injustice, j'ai réagi immédiatement. Et ils sont nombreux qui sont... Chez moi, on rentre. Il n'y a pas de... Vous venez, il y a les jours de réception. Vous venez, vous posez votre problème. Donc, je touche la personne concernée et puis le problème est réglé. La justice, c'est le bras séculier de l'État. La justice, c'est là où effectivement on combat les droits de l'homme. La justice a une branche des droits de l'homme. Parce que les gens, certains confrères avocats qui pensent comme moi, je pensais hier, pensent que le ministre est de l'autre côté. Ils me l'ont dit, je suis de l'autre côté, d'un côté et eux de l'autre. Je dis non, nous sommes du même côté. Mais peut-être parce que nous sommes tous du côté de la défense des droits de l'homme. Peut-être parce que cela estime que, au lieu que l'individu, le ministre que vous êtes, puisse davantage porter leurs revendications en tant qu'entité, c'est peut-être le système qu'il faut revoir. Et d'ailleurs, c'était votre combat d'avant. Revoir le système. Peut-être c'est en cela qu'on vous traite de traître. Ah non. C'est eux qui n'ont pas. Parce que vous combattiez un système. Et vous estimez qu'à l'époque, ce système ne porte pas suffisamment les causes des pauvres que vous défendiez. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez de ce côté-là avec le système et vous pensez que eux, ils seraient peut-être, je veux dire, passifs à vous regarder et dire véritablement, vous poursuivez la même idéologie? Je vais vous expliquer. Ceux qu'ils pensent ont tort. C'est pas le système qui est en cause. C'est nous-mêmes qui sommes en cause. C'est nous qui n'avons pas compris le système. Personne ne veut comprendre le message du chef de l'État. Je vais vous expliquer ça si vous le voulez bien. D'abord, finissons avec les avocats. D'accord. Il y a une branche des droits de l'homme, il y a une direction des droits de l'homme au ministère de la Justice. C'est le devoir du ministère de la Justice de défendre les droits de l'homme. Et nous avons pour défendre les droits de l'homme tout l'appareil judiciaire répressif.
Je parle des procureurs généraux, des procureurs de la République, qui sont nos démembrements dans chaque région, dans chaque département, dans chaque arrondissement. Donc quand il y a une violation des droits de l'homme, une injustice, c'est le procureur général que je saisis et qui va saisir le procureur de la République concerné pour lui dire, dans votre secteur de commandement, il y a telle chose qui se passe. Et immédiatement, il va agir et me rendre compte. Alors, là où les gens ont peut-être décrié, c'est peut-être quand l'injustice vient de certaines personnes qui sont en position de pouvoir. Par exemple, et c'est là où j'interviens. Par exemple, les personnes qui sont détenues sans forcément... Et c'est là où j'interviens. Parce que là aussi, c'est un autre débat. Je ne veux pas qu'on se mélange. D'accord. J'interviens quand les gens sont en position de pouvoir. Pour moi, la position de pouvoir, c'est la loi. Donc, ce n'est pas les individus. Donc, quels que soient les individus, si vous violez les droits de l'homme, si vous utilisez le décret présidentiel, le même décret, parce que les gens disent c'est le même décret qu'ils ont avec moi. Moi, je dis, on a peut-être le même décret, mais on n'a pas le même poste. Mon poste, c'est précisément d'aller contre les gens qui ont peut-être le même décret que moi, mais qui sont peut-être plus puissants et qui détournent la politique du chef de l'État pour résoudre des problèmes privés. Bon, maintenant, en gros, pourquoi je vais vous dire que ce n'est pas moi je n'ai pas trahi et je n'ai pas changé. Je n'ai pas retourné de veste non plus. J'ai tout simplement compris comment ça fonctionne. Parce que tant que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne, vous pensez que le problème, c'est le régime ou le système. Parce qu'il faut distinguer entre le régime et le système. Les gens pensent que c'est Paul Biya le problème et qu'il faut le changer pour mettre un autre. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre, je ne veux pas faire un grand cours. Je vais simplement dire que pour construire une maison, on commence par la fondation. Et si vous voulez construire une maison à étage, un gratte-ciel, il faut que la fondation soit solide. Et jamais je n'ai vu qu'on a construit des gratte-ciel en un seul jour. Ça se construit au jour le jour. On met une fondation solide, on met une brique après une brique, avant d'aller mettre la toiture beaucoup plus loin. Et donc, il y a des gens qui arrivent et qui pensent qu'il faut sauter les étapes, il faut directement mettre la toiture. Ça ne marche pas. Et l'État du Cameroun, je prends une métaphore, l'État du Cameroun n'a que 59 ans. Ce n'est pas les vieux États millénaires qui se sont construits, n'est-ce pas, qui ont construit leurs institutions dans la monarchie et qui aujourd'hui peuvent, n'est-ce pas, aller dans le divertissement de la terrasse. On n'est pas sans ignorer que dans la société, il y a des génies, des jeunes qui... du bas de leur âge, 9 ans, font le bac, ou je ne sais pas trop. Tout à fait. Donc, mais ils ne peuvent pas construire. Ça peut être un prétexte pour... Ce n'est pas un prétexte. Il faut très bien comprendre. Ici, là, moi, je ne viens pas faire la polémique. Je suis dans une posture didactique. C'est-à-dire de partager ce que j'ai appris. Pourquoi, fondamentalement, j'ai changé. Et je m'adresse à ces intellectuels-là, mais en même temps, je m'adresse aux Ben Skinner, aux Kolborseur, aux Bayam Salam, pour leur dire que le problème, c'est pas le président Paul Biya, le problème, c'est le système dans lequel nous sommes. Quel est le système dans lequel nous sommes? D'abord, il faut distinguer que, de par le monde, vous avez le système socialiste, le système communiste. C'est ce qui est en pratique, par exemple, en Russie et en Chine. Vous avez le système capitaliste. C'est ce qui est en pratique aux États-Unis, en France, etc., en Angleterre. Mais le capitalisme se décline en trois principales branches. On va dire les deux principales. Le capitalisme néolibéral est un capitalisme dans lequel la richesse d'un pays est produite par les nationaux. Par les nationaux. Par une poignée de nationaux. Une petite poignée, c'est le système qui est en France. Parce que en France, et c'est ça qui crée en France, n'est-ce pas, la révolte des gilets jaunes. Les inégalités. Oui, les inégalités. Parce que la richesse est tenue là-bas par un groupe des individus, les Bolloré, les Castel, Pierre, tout ça. Donc, c'est un groupe. Mais, sauf que ce groupe, ce sont des nationaux.
Voilà un capitalisme néolibéral. Vous avez le capitalisme néocolonial qui est pratiqué en Afrique dans 51 États sur les 54 que nous sommes. Il n'y a que le Maroc, l'Algérie et l'Afrique du Sud qui n'appliquent pas cela, auxquels on n'applique pas cela, parce qu'on l'applique. Le capitalisme néocolonial, c'est quoi? C'est pratiqué dans un pays où la richesse est produite par les étrangers, par les sociétés étrangères, les multinationales étrangères qui sont installées dans ce pays-là. Au Cameroun, elles sont nombreuses. Total, Orange, MTN, Sociucam, Next, tout ça, sont des sociétés multinationales qui interviennent dans le budget de l'État à concurrence de 80%. Les nationaux ne produisent donc 20%. Sachez qu'il y a deux pouvoirs à ce stade, avant que je vous parle du capitalisme libéral ou du libéralisme communautaire ou du capitalisme communautaire. Avant cela, sachez qu'il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est Paul Biya qui l'a. Et il gère donc le politique. Le pouvoir économique, c'est le plus important dans un pays. Ce n'est pas Paul Biya qui le détient. C'est les sociétés privées qui détiennent le capital, le pouvoir économique dans un pays. Et ce sont ces sociétés multinationales, plus les petites entreprises nationales qui tiennent le pouvoir économique, qui ont le pouvoir donc de donner les emplois aux gens. Le pouvoir politique ne donne des emplois qu'à concurrence de 8%. Au trop. Quand il l'a trop fait, il atteint 8%. C'est par exemple au Cameroun, on a à peu près 20 millions d'habitants, mais on n'a que 300 000 et des poussières de fonctionnaires. L'État donne l'emploi à seulement 300 000 personnes pour fonctionner, pour son fonctionnement. C'est pour ça qu'on les appelle les fonctionnaires, pour faire fonctionner l'État. Le reste doit donner, c'est le privé qui doit maintenant leur donner. Donc ce pouvoir économique qui est le plus important est détenu par l'étranger. Et le président de la République, constatant cela, a donc théorisé le libéralisme communautaire, qui est donc le capitalisme communautaire, pour dire, nous n'allons pas faire le communisme ou le socialisme, ni complètement le capitalisme, mais on peut faire un capitalisme communautaire. C'est-à-dire que un capitalisme qui produit, que ce sont les peuples du Cameroun qui produisent la richesse. Ce ne sont plus les étrangers. Donc, il dit, comme vous avez un salaire, on va dire de 200 000 francs, pour payer votre loyer, pour payer les frais médicaux, pour payer les charges d'électricité et d'eau, pour payer la scolarité des enfants, avec vos 200 000 francs, parfois, vous ne pouvez pas acheter une voiture, parce que après, à la fin du mois, vous avez déjà tout dépensé. Vous ne pouvez pas acheter une voiture. Vous ne pouvez pas construire une maison sans faire des emprunts, sans aller à la banque. De la même manière, le Cameroun est une néocolonie où c'est l'étranger multinational qui possède, qui fabrique la richesse dans son pays. Orange nous achète, chacun d'entre nous met 100 francs quand même dans son téléphone par jour. Si on a 2 millions Orange, Nextel, MTN, si on a 2 millions de consommateurs qui ont le téléphone portable, si vous utilisez 100 000 francs, ça fait 200 millions par jour. Fois 10 jours, ça fait combien? Fois 10 jours, ça fait 2 milliards. Et par mois, ça fait 6 milliards de chiffre d'affaires. 100 francs, s'il vous plaît. Et ça, et n'importe quel pauvre type d'entre nous peut quand même dépenser ces 100 francs. Et donc cet argent-là ne reste pas au Cameroun. Ça va là où les propriétaires de ces entreprises sont domiciliés. Ça va chez eux, à un étranger. Donc le président dit que, au lieu que nous, qui sommes la force vive, qui sommes la ressource humaine,
qui faisons de l'argent, qui créons de la richesse. Toute notre richesse part à l'étranger. Puisons dans notre ADN ancestral, puisons dans nos ressources ancestrales de gouvernance. Comment faisaient nos ancêtres? Quel était le fonds de commerce de notre maman, de notre papa? Le fonds de commerce de papa et de maman, c'était son champ, sa plantation. C'est là où elle cultivait ses pommes de terre, son macabo, son plantain, ses légumes, pour nourrir ses 5 enfants. Bon, maintenant, pour cultiver son hectare de terrain, elle faisait quoi? Elle demandait à ses voisines, aidez-moi à cultiver ma portion. On se met ensemble, c'est la collectivisation des moyens de production. On se met ensemble pour cultiver sa portion de 1 hectare. Le lendemain, on cultive pour vous. Le lendemain, on cultive pour vous. C'était donc la collectivisation ou la communautarisation des moyens de production. Le président dit, nous sommes nombreux, nous sommes une richesse. Nous avons la ressource humaine et nous ne faisons rien. Il a vendu sa personne à acheter. Les gens passent leur vie à dire, tu es vieux, quitte de là. Non. Qu'est-ce que le président dit? Vous, les Ben Skinner, à Douala, à Yaoundé, vous êtes au moins 1 million. À Garoua, à Maroua, à Kousseri. Quand on prend les Ben Skinner seulement du Cameroun, on peut trouver en moyenne 1 million. Mettons 1 million. Ne mettons pas 2 millions. Calculons sur la base d'1 million de Ben Skinner. Étant donné que nous avons un problème de tribalisme, pour tuer le tribalisme dans l'œuf, il faut créer un bien commun, comme les lions indomptables que je salue ce soir, les lions, bravo, merci beaucoup, vous nous avez fait honneur. On fait comme les lions indomptables, la collectivisation des moyens pour gagner. Donc prenons les Ben Skinner. Après on pourra prendre les colborseurs. Après on pourra prendre les Bayam Salam. Après on pourra prendre les communicateurs, les journalistes. Après on pourra prendre les avocats. Les Ben Skinner d'abord, qui sont nombreux et qui sont la force vive de notre pays. Karl Marx dit que lorsque les idées rencontrent une masse, elles deviennent la force vive. Si les Ben Skinner s'approprient le livre du président, les idées du président, ce que le président leur a dit de faire, et ils vont devenir les plus riches de ce monde. Parce que nous devons cloner les entreprises qui sont là, entrer en concurrence avec les entreprises qui sont là. Prenons donc 1 million de Ben Skinner qui donnent chacun, on va dire 10 000. 10 000 francs. Je ne suis pas très fort en calcul mental, mais ça devrait donner dans les 1 milliard, probablement. Non, un peu plus, 10 milliards. 10 milliards. Ça fait 10 milliards. 10 milliards. Ça donne 10 milliards. Voyez-vous ça? Voyez-vous le capital là? Avec 10 milliards, qu'est-ce que les Ben Skinner réunis peuvent faire au Cameroun? Dans la théorie, c'est de dire, au lieu de combattre le système qui paye nos richesses, oui, c'est d'installer un système parallèle qui va les contraindre, qui va entrer en concurrence avec elles. Parce que vous estimez qu'on n'est pas suffisamment fort. Je vous explique. Que les pays africains ne peuvent pas ils peuvent se mettre ensemble pour combattre ce système. Dipita, vous êtes en train de m'arrêter sur un problème très crucial. Les idées doivent rencontrer les masses pour que ces masses soient transformées en force vive. L'idée que je vends, l'idée du président de la République, c'est que 1 million de Ben Skinner, s'ils cotisent chacun 10 000 francs, ça fait 10 milliards. 10 milliards. On prend une partie de cet argent-là pour créer une société d'assurance. Ils ont tous des motos. Et ils sont jeunes. Ils vont vieillir. Quand ils vont vieillir, ils ne sont pas assurés. Ils vont manger quoi quand ils ne pourront plus conduire la moto. Il faut créer une société d'assurance où tous les Ben Skinner sont réunis. Disons,
Benskin Assurance SA. Benskin Assurance SA. Tout le monde, tous les Benskineurs qui ont donné l'argent des 10 milliards là, vont souscrire une police d'assurance là-bas pour leur moto, pour leur taxi, les taximens, etc. D'accord? On créera au sein même une assurance maladie, une assurance décès, etc. Toutes les assurances. OK? On prendra une partie de cet argent-là. On a pris 2 milliards. 2 milliards au trop pour créer la compagnie d'assurance. On peut prendre également 2 milliards pour créer une banque communautaire. Vous appelez ça quoi déjà? Les petites banques là. Les microfinances. Les microfinances. Pour créer une banque de Benskineurs. À savoir que chaque Benskineur le soir, il va ouvrir son compte là-bas d'épargne pour garder son argent dans sa banque. OK? Dans sa banque. La même banque va faire le transfert d'argent. Et donc, un Benskineur, arrêtons-nous à ces deux activités qu'on peut mettre en place d'ici la fin du mois. Parce que si tu dis, tous les Benskineurs réunis, chacun dépose 10 000. À la fin du mois, tu as 10 milliards. Je vous le dis. Parce que les idées qui sont contenues dans le libéralisme communautaire auront touché leur cœur. Et ils vont se transformer en force vive. Ils vont donc créer, leur compagnie d'assurance va être très compétitive. Parce qu'ils vont consommer leurs propres produits. Leurs familles et leurs amis vont consommer leurs propres produits. Leur banque va monter parce que c'est là où ils vont garder leur argent. Et comme les gens aiment les banques qui marchent, les gens viendront mettre leur argent là-bas. Ces sociétés qui ont été créées là vont progressivement faire concurrence aux sociétés multinationales dont les bénéfices vont baisser. On peut même pousser l'histoire plus loin. On prend 2 milliards à 3 milliards, non, 1 milliard d'abord, pour créer une cimenterie. Une cimenterie de Benskineurs, comme pour Dangote. Avec 1 milliard, on peut le faire. Ces Benskineurs qui sont là-bas dehors, que vous pensez pauvres là, deviennent des industriels. Parce qu'ils seront à la tête, non seulement d'une grande compagnie d'assurance et même de réassurance, d'une grande microfinance qui deviendra une grande banque, la banque des Benskineurs, d'une cimenterie nationale qui sera riche. Et un type qui a déposé ses 20 000, du jour au lendemain, à la fin de l'année, surtout au mois de septembre, on partage les dividendes. Chacun va recevoir 300 000 francs, 500 000 francs, et par an. Et il va payer la scolarité de ses enfants. Allons plus loin avec les 10 milliards. Supposons qu'on va faire concurrence, on va aussi mettre notre téléphonie mobile, comme on a vu là. On prend 2 à 3 milliards. Nous n'avons pas encore fini de dépenser les 10 milliards de Benskineurs. Hein. On prend 2 à 3 milliards, mettons même 2 milliards, pour créer une téléphonie mobile. On va à Camtel, on remplit toutes les conditions. On loue maintenant l'expertise des connaisseurs, des ingénieurs de télécom, qu'on paye. On le met comme directeur général, on le paye. Voilà comment nous allons attraper notre part d'argent, notre part de bénéfices, notre part de milliards. Les milliards que les gens là engrangent. Mais ça, nous allons, comme chacun d'entre nous a une femme, un homme, etc., nous allons consommer les produits de chez nous, les produits de chez nous, et ça va faire en sorte que nous aurons beaucoup plus d'argent. Voilà les Benskineurs qui vont peut-être même continuer à faire leur Benskin, mais ils seront déjà des propriétaires qui vont, parce que l'argent qui va arriver, on va partager les dividendes, mais les bénéfices vont être réinvestis dans autre chose. Monsieur, si vous le faites, nous allons cloner les entreprises occidentales, les entreprises qui nous font concurrence, Simancam, Sodecoton, Sosucam, les plantations là. Imagine que les Bayam Saram se mettent ensemble. Ils vont dans un coin dans le Noun ou dans l'Est où il y a de l'espace. Et créer une plantation. Le ministère de l'Agriculture va les appuyer. Évidemment. On prend 100 hectares, même 50 hectares. On va leur donner au moins un caterpillar. Évidemment qu'on peut multiplier des exemples. On peut multiplier. Donc, ça s'appelle quoi? Je chute. Oui, pour terminer. Comment ça s'appelle?
le libéralisme communautaire qui va tuer le capitalisme néocolonial qui est en partage dans 53 pays. Si nous le faisons, à la fin de l'année, nous serons un concurrent sérieux. Et je le dis, et je dis que c'est maintenant, parce que c'est un mandat des grandes opportunités où nous avons en vue 300 à 500 gisements de minerais à exploiter. Il nous faut donc le capital. Parce que si nous n'avons pas le capital, ce sont les autres qui viendront exploiter notre or à notre place. Il va sans dire justement que les autres ne vont pas vous regarder et vous laisser. On ne leur demande pas, c'est un franc. Voyez-vous pourquoi? Puisque vous dites que le système a déjà tué des chefs d'État qui ont essayé de se révolter. Ici, là, c'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, lui, il n'est pas là. C'est le peuple. Mais je veux dire qu'on ne va pas non plus vous laisser dérouler comme ça. Monsieur Dipita, qu'est-ce que vous voulez dire? Que le Brésil, qui a utilisé le même système dont je vous parle, on a fait quoi? Le Brésil est là où il est, parce que le Brésil pratique la politique du libéralisme communautaire. Monsieur, il faut le faire. C'est la porte de sortie pour les Africains. Elle est limpide, elle est claire. Est-ce que je mens? Alors, si un Benskiner met ses 10 000 fois 1 million de Benskiner, ça donne 10 milliards. Et voilà déjà une cagnotte avec 10 milliards. Est-ce que ce n'est pas un capital suffisant pour être développé? Donc là, c'est la thématique générale de votre livre de la démocratie récréative. C'est ça. J'explique donc voilà les moyens que le président vous a mis. Et maintenant, vous êtes en train de combattre celui qui veut vous sauver. Quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, mais mon Dieu, c'est moi le traître. J'ai trahi le président. Ce n'est pas le peuple que j'ai trahi. C'est le président que nous avons tous trahi. Et j'ai quitté ces gens-là avec lesquels je trahissais le président, et ils ne veulent pas me suivre parce qu'ils ont honte. Parce soit qu'ils n'ont pas compris, d'autres c'est parce qu'ils ont honte. Et je dis que on ne peut pas avoir honte de construire son pays. Et il ne faut pas avoir honte de dire qu'on s'est trompé. Vous voulez convaincre le peuple Je veux convaincre le peuple que son salut, mon frère, ce n'est pas une question, je ne m'en dis pas cela. Chacun d'entre nous doit savoir si je dis la vérité ou pas. Chacun d'entre nous doit le sentir. Je parle de vous aussi, hein, messieurs les journalistes, parce que beaucoup de journalistes que j'ai rencontrés ne mènent pas vraiment une vie qui devrait être la leur. Attrapons le train des grandes opportunités et avançons-nous, sans crainte, parce que ça va fédérer le Cameroun autour d'un bien commun. Dans la note de présentation de votre livre. Attendez, je terminer, vraiment. Pour terminer. Ça fédère les gens autour d'une entreprise. Tant et si bien que si l'étranger, puisque l'étranger ne vient pas à visage découvert, l'étranger utilise les gens à l'intérieur pour déstabiliser le régime. L'étranger utilise des gens comme moi hier, comme moi j'étais. On nous utilise, on nous flatte, on nous invite. Et pour nous flatter de parler mal de notre pays. Moi j'ai fait tellement de voyages rien que pour parler mal de mon pays. Maintenant, si nous fédérons cela, plus personne, nous serons comme la mère poule. L'exemple de la mère poule qui protège ses œufs. Quand la mère poule protège ses œufs, l'épervier vient pour attraper ses poussins, par exemple, et la mère poule va attaquer l'épervier. Si c'est un serpent qui vient pour voler un œuf, la mère poule s'assoit et protège ses œufs contre le serpent. Parfois, nous qui avons grandi au village, on a vu ça. On voyait que le matin, la mère poule est morte sur ses œufs. Mais parce que le serpent l'a mordu dans la nuit. Mais le serpent n'a pas volé ses œufs. Nos œufs sont où? Nos œufs sont enfouis dans notre sol. Dans la présentation de votre ouvrage, puisqu'on commence donc par là, vous dites, le livre aurait pu s'intituler « Les écrits de la guerre ». Oui. Contre qui la guerre serait faite? Contre ce système capitaliste? Les écrits de la guerre, parce que j'ai écrit ce livre pendant la campagne. Okay. Voyez-vous, le 20 juillet, lorsque j'ai annoncé mon soutien sans faille au président de la République, Paul Biya, mes anciens compagnons m'ont traité de tous les noms. On m'a insulté, on m'a injurié, on m'a calomnié. Et moi, j'étais en train de leur dire, non, c'est vous qui avez tort, vous n'avez pas compris, voici le bon chemin. Vous êtes en brousse, vous êtes dans le maquis. C'est moi qui ai trouvé le bon chemin. Et là où vous êtes en train de me tenir là, ça fait 30 ans qu'on est ensemble là-bas dans la forêt,
et on ne cherche pas, on ne trouve pas toujours la route qui va à la créer. J'avais même dit que quand tu es perdu dans la forêt, quand tu tournes, quand tu rencontres le même arbre 2 fois, ça veut dire que tu es perdu. J'avais dit ça à l'époque, que j'ai tourné longtemps dans la forêt avec vous et je vois qu'on tourne en rond. Mais mes yeux se sont ouverts grâce au bon Dieu et je vois que c'est le président Paul Biya qui avait raison. Et que nous ne voulions pas le suivre. En réalité, c'est parce que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et du coup, vous parlez d'un monstre qui est le tribalisme. Tout à fait. En quoi est-ce que... Tout à fait, parce que l'élection présidentielle a révélé que dans la cité, il y a un monstre qui menace. Ok? Moi, je suis très féru des contes. Ma maman me faisait beaucoup de contes dans l'enfance. Et je lisais beaucoup La Fontaine. Donc, je suis féru des contes, n'est-ce pas? Et je pense qu'il y a un monstre qui nous menace. Et quand un monstre menace le village, il faut que nous nous rassemblions pour pouvoir le chasser, afin de pouvoir épouser la princesse royale. D'accord? Et donc, le monstre qui nous menace, c'est le monstre du tribalisme. Parce qu'il menace notre vivre ensemble. Il menace notre intercommunautarisme. Ça veut dire que quoi? Nous sommes des sociétés, des communautés ethniques disparates sur le terroir Cameroun. C'est-à-dire que vous avez le terroir de l'ouest des Bamileke, vous avez le terroir des Bassa, le terroir des Beti, des Boulou, qui, avant la colonisation, chacun vivait dans son coin. Mais on avait quand même la route du sel pour faire commerce. La route du sel qui partait de l'océan au nord, la route du sel qui partait de l'océan au Nigeria en passant par l'ouest, qui nous communiquait. Mais il n'empêche que nous, on faisait aussi les guerres tribales. Hein, soit parce qu'on a enlevé une fille de l'autre clan et on faisait les guerres rien que pour une femme. Donc, ces guerres-là, nous avons créé chacun dans sa communauté. Et moi, je suis de l'autre communauté, qui n'est pas de la vôtre. Chacun a créé le rejet de l'autre. Il y a un nom, chaque tribu a un nom pour identifier l'autre, mais un nom toujours péjoratif. Comme chez nous, on va dire quoi? Ça serait toujours un péjoratif pour dire étranger. Gadabayo, on va dire au nord les gens qui viennent du sud, etc. Donc, chaque tribu a gardé cette réserve primitive, je dois dire, de l'ancien temps, de regarder l'autre, avec laquelle on faisait les guerres. Donc, on a transformé ça. Tant et si bien que maintenant, quand les colons sont venus délimiter le pourtour du Cameroun, on a placardé une république sur un ensemble de royaumes. Tous ces royaumes-là, le royaume de Rebouba, le sultanat de Bamoun, le roi de Bafou. Moi, j'ai grandi dans un royaume, je n'ai pas grandi dans une république. J'ai découvert la république plus tard quand je suis allé au lycée de Tcham. Donc moi, dans mon royaume, c'est le roi Bafou qui était l'être suprême. Et il y avait le premier ministre, Assondi Mapi, qui était redoutable, craint, respecté. Et je me souviens que quand Assondi Mapi est mort, est décédé, il y a eu comme une onde de choc dans tout le village. Ah oui, monsieur, c'était comme le premier ministre, et il y avait les 7 qui étaient gouvernés. Donc, de ce point de vue, ces replis identitaires-là, nous l'avons gardé dans les temps anciens. Maintenant, avec la colonisation, avec la rencontre avec la civilisation, nous a mis en présence d'autres communautés. Et nous avons créé, qu'on le veuille ou pas, la deuxième communauté, la communauté de goût en partage. La communauté de goût en partage, par exemple, c'est la communauté des Benskineurs. Les Benskineurs ne demandent pas si tu es Bamileke, Beti ou quoi. Ils se retrouvent au carrefour et ils commencent à chercher leur argent et ils forment une communauté de goût en partage. C'est la communauté des Benskineurs. Si tu en touches un, quand un fait l'accident, tout le monde tombe sur toi. Parce que c'est la communauté des Benskineurs. Les journalistes ont créé leur communauté de goût en partage. Si tu tentes de toucher un journaliste, on ne demande pas s'il est anglophone, s'il est francophone, Bamileke ou Boulou. Tous les journalistes vont se lever. Et maintenant, il y a même des gens qui ne sont pas des journalistes qui profitent de ces communautés de goût en partage pour dire que moi aussi, je suis journaliste au web. Je suis journaliste à la télé, au web. Ils ne sont pas journalistes à la télé, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas une carte. Mais ils vont profiter parce que il faut profiter de la communauté de goût en partage. Les avocats, ils forment une communauté de goût en partage.
Ils n'appartiennent pas au même parti politique. Il y a plusieurs partis politiques dedans. Il y a plusieurs adhérents de différents partis dedans. Il y a même les gens qui soutiennent le PADEC, d'autres qui soutiennent le RDPC, d'autres qui soutiennent le RDF, etc. Mais ils forment une communauté de goût en partage parce que dès que tu touches l'un d'entre eux, ils se lèvent tous. Et donc, quand l'État, c'est-à-dire les personnes qui gouvernent, rencontrent ces communautés-là, il faut les identifier et les utiliser. Parce que sinon, les ennemis, le malin, ce qu'on appelle dans la Bible le malin, c'est-à-dire le Satan, les ennemis de notre peuple vont utiliser ces communautés-là contre nous, contre notre vivre ensemble. On va les retourner. On va exploiter notre tribalisme primaire et primitif pour dire que non, c'est le délit du faciès. Non, c'est le boulot. C'est un boulot. Vous voyez, le malin utilise nos faiblesses et les retourne contre nous. Et en utilisant, c'est comme on a fait dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, vous avez vu que on a stigmatisé la communauté anglophone pour soutenir l'affaire d'un groupuscule de séparatistes qui n'étaient pas vraiment nombreux. Et justement, on fait la transition donc pour parler de questions plutôt d'actualité, puisque là on évoquait grandement la théorie que vous développez dans votre livre. Je peux chuter sur la théorie là. Ah, vraiment non. Oui, oui. En un mot, je pense que c'est le cœur quand même de l'émission. Allez-y. Pourquoi? Et puis on va parler. Parce que je vais aller à la controverse. Comme je vous ai dit, féru des comptes. Prenons la mère poule. La mère poule protège ses œufs au prix de sa vie. Quand l'épervier, méchant épervier vient, et j'ai vu dans mon enfance un épervier qui avait attrapé un poussin devant nous. Nous, on criait pour chasser l'épervier. Il avait réussi à attraper. Et la mère poule a bondi et l'a piqué en hauteur, au niveau de la maison. Et là, tellement piqué que l'épervier a lâché le poussin. Nous, ça nous a beaucoup épaté. La mère poule a récupéré son poussin à une hauteur comme la hauteur de notre maison et elle est redescendue. Le poussin est tombé à terre. Il a vécu. La mère poule dont je parlais, que nous avions retrouvée morte, piquée par un serpent, mordue par un serpent, avait protégé ses œufs. Le Camerounais, comme j'ai dit que quand l'idée rencontre les masses, elle transforme les masses en force vive. Si les Benskinner, si les Bayam Salam, si les Coldorseurs, si les journalistes qui ont le pouvoir de dire, qui ont le pouvoir de capturer ces idées et de les partager, si les avocats qui ont le pouvoir de capturer ces idées, de les apprivoiser et de les infuser dans la société, le fond, le Cameroun va protéger ses œufs. Les Camerounais vont protéger ses œufs contre les prédateurs externes, contre le serpent qui viendra de l'extérieur pour voler les œufs, contre l'épervier qui viendra. Et ces œufs-là sont enfouis dans notre sol. Le pétrole, le diamant, le gaz. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas le droit, comme je vous ai dit que nous formons des peuplades, et nous voulons former maintenant un peuple. Et un peuple, c'est la communauté culturelle, linguistique, etc. Mais c'est aussi la communauté de biens. Puisque nous n'avons pas la même culture. Mais au moins, ce qui va nous fédérer comme les lions indomptables, ce sera le partage en commun de nos biens. Comme j'ai dit pour les Benskinner, pour ce qui concerne les sociétés téléphonie mobile, assurance, etc. Comme ils seront de tous les horizons du pays, personne ne viendra les attaquer sans qu'ils sortent aux armes citoyens pour défendre la nation. Et donc, de ce point de vue, monsieur député, parler de l'alternance est une arme contre nous. Parce que c'est de l'alternative dont nous avons besoin. Le libéralisme communautaire propose donc cette alternative qui a pour vocation de vaincre le néocolonialisme. L'alternative, c'est ce que je vous ai proposé dans le libéralisme communautaire. Mettre notre moyen ensemble. À partir de ce moment, le fauteuil présidentiel ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour fructifier nos... Mais n'empêche qu'on a fait le choix de la démocratie. La démocratie, et c'est encore ça une erreur de tout le monde, une erreur commune. Les gens pensent que la démocratie, c'est le fauteuil présidentiel. La démocratie, ce n'est pas seulement l'alternance,
La démocratie, c'est autre chose. Ça peut être la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'aller et de venir. Mais les gens focalisent sur la démocratie. Nous, on était dans un royaume. Qui vous a dit que dans le royaume, il n'y a pas la démocratie? Mais on a choisi la démocratie. On a choisi la démocratie. Qui a choisi la démocratie? Le président Paul Biya. Est-ce que je peux prendre une minute pour vous expliquer ça? Une seconde, la démocratie qu'on a choisie, je dis que ma position à moi, qui n'est pas la position du président Paul Biya, c'est que nous sommes un pays jeune. Nous ne pouvons pas prendre ce que les autres ont décidé pour l'appliquer chez nous. La démocratie de l'alternance dont vous me parlez, elle date de 59 ans. Elle date de la création de notre pays. Et je vous ai dit que notre pays ne fait pas encore un État. Eux, ils forment déjà une nation. Il n'y a plus de Bretons ou de quoi. Ils forment déjà une nation. Or, précisément, leur démocratie, c'est leurs institutions. Ils ont mis leurs institutions avec quoi? Avec la monarchie. La monarchie. Ils sont très contents de vous parler de Louis XIV, du roi Charles. Ils ont pendant des années placé leurs institutions et maintenant ils peuvent se distraire dans la démocratie récréative. Vous aujourd'hui, vous serez pour un retour à la monarchie? Pas pour un retour à la monarchie. Pour un départ de la démocratie? Pour la démocratie dans un État stable. Comme au Singapour. On l'a vu faire au Singapour. La Corée essaye tant bien que mal le communisme, le socialisme. Mais dans ce cas, si vous êtes donc pour la démocratie dans un État stable, est-ce que la stabilité de l'État ne viendrait justement pas des libertés d'expression? Si, la liberté d'expression, de manifestation et de l'alternance. Oui, non. Pas l'alternance est un danger, je vous dis. Mais c'est l'un des piliers de la démocratie. C'est un des piliers dont on peut se passer. De mon point de vue, on peut faire un pouvoir stable. Parce que nos jeunes États ont besoin de la stabilité pour se grandir. Nous sommes un État on est à peine en train de faire la fondation. On n'a même pas encore le Conseil constitutionnel. Enfin, je veux dire, les locaux. On n'a pas, on est en train de mettre simplement la décentralisation. On n'a rien. On est un bébé qui marche à quatre pattes. Et vous voulez déjà courir comme les gens qui ont expérimenté. Monsieur, il faut vous formater. Il faut enlever il faut désapprendre pour réapprendre. Pour rentrer dans le postmodernisme, vous devez désapprendre pour réapprendre. Parce que tout ce qu'on vous a mis dans la tête, tous les enseignements coloniaux qu'on vous a mis dans la tête, c'était précisément pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que vous puissiez défendre les thèses des autres, défendre les thèses de ceux qui viennent pour voler vos œufs. C'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Vous défendez bec et ongle, vous, la jeunesse qui agglutinait dans la ville, vous, cette jeunesse qui avait abandonné les champs, la forêt, vous qui ne voulez pas exploiter nos terres pour nourrir nos familles, vous avez choisi de venir agglutiner les villes et de répandre la philosophie que les autres vous ont donnée. Voilà, donc je pense que nous devons faire attention. C'est donc en gros, on a passé pratiquement en gros, une heure de temps. En gros, oui. C'est en gros ce que développe votre ouvrage de la démocratie récréative. Tout à fait, je le rappelle. J'explique très bien là-dedans. D'accord, qui a été dédicacé en juin dernier. Dédicacé, non, on a présenté au public. La dédicace viendra. Donc, c'était ça en gros, cela dit. Nous allons donc peut-être sortir de là pour parler. Je suis d'accord. Il nous reste une heure, on a fait une heure à parler de cela. Je suis d'accord, je voulais juste poser ce problème de l'alternance qui chiffonne les gens pour qu'on perce l'abcès et qu'on en parle. Et je pense que vous avez eu le temps de vraiment poser ça. Tout à fait. Alors, ministre depuis le 4 janvier 2019, comment partagez-vous votre emploi du temps entre le cabinet, le parti, la famille, les réseaux sociaux? Ah oui, les gens m'attendent là-bas. Ils disent, est-ce qu'il travaille? Quel est ce ministre qui est toujours dans les réseaux sociaux? Moi, j'ai l'avantage d'être le président d'un parti politique. D'accord. Ce qui fait que non seulement je suis ministre, et je suis ministre à plein temps, il n'y a pas un seul parapheur qui dort sur mon bureau. Il n'y a pas un seul. Tous les parapheurs qui rentrent le matin... Vous êtes suffisamment organisé, structuré. Ah non.
Pour être en même temps sur les réseaux sociaux et... Et puis, j'utilise mon temps. C'est une question... Écoutez, quand j'étais à l'université, il n'y avait qu'une seule université de mon temps. Aujourd'hui, il y en a 10. Nous avions une seule université à Yaoundé, en Guaykélé. Et un mois avant l'examen, on s'organisait pour faire ce qu'on appelait le front. Le front, c'est-à-dire qu'on dormait pratiquement au campus. Je quittais ma chambre vers les 18h et je prenais mes effets. J'allais, on disait, bûcher. J'allais apprendre, faire le Coran. Il y avait des matières où il fallait faire le Coran. On appelait ça Coran, c'est-à-dire mémoriser. Sous le lampadaire, peut-être? Oui, non, il y avait les salles de classe, mais parfois, s'il y avait un peu de bruit, on allait sous les lampadaires. Et moi, j'avais commencé ça depuis le lycée de Tchang. Okay. À Tchang, nous n'avions pas l'électricité dans notre maison. Et donc, j'allais en ville, en haut là-bas. Moi, j'habitais Tanga Sud, et il y avait Tanga Nord. D'accord? Et donc, et c'est plus tard qu'il y a eu l'électricité. Avant, il n'y avait pas, il y avait la lampe. Donc, plus tard, il y a eu l'électricité. Mais quand il n'y avait pas, moi, j'allais donc sur les poteaux électriques. C'est là où nous apprenions. Moi, je n'étais pas seul. On voulait dire que vous rationalisez votre temps. Oui. Donc, j'ai pris l'habitude de dormir donc tard. Je vous ai dit qu'à l'université, je pouvais passer toute la nuit dehors. Je rentrais à 6h quand les autres, à 6h30, parfois 7h, quand les autres étaient en train de partir à l'école. Et donc, c'est pour ça que les gens peuvent me voir. Mais je veux dire, vous n'êtes pas le seul ministre président d'un parti. Il y a le ministre Issa Chiroma, le ministre d'État Bello Bouba, entre autres, pour ne citer que cela. Est-ce que la réaction sur les réseaux sociaux, votre présence, vos communications, est-ce un rôle qui vous a été attribué? Ah non, non, pas du tout. Je dois dire que j'ai entendu dire que les ministres n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai entendu ça. Mais bon, comme moi, mon compte existait avant que je sois ministre et qu'on ne m'a pas formellement interdit, moi j'ai estimé que ce qui n'est pas interdit est permis. Et donc vous êtes un défenseur, et j'ai continué. Un ardent défenseur de la transparence, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est véridique. On serait peut-être attendu de vous pour faire changement, justement, pour montrer de l'exemple. Une déclaration de biens, ou alors une publication de votre bilan de santé pour montrer que le ministre Jean de au sortir de votre passage au gouvernement, peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans, je ne sais pas, vous ne vous serez pas illicitement ou alors enrichi. Oui, je peux vous rassurer. Je pense que j'ai fait un post sur ma page Facebook qui avait valeur de déclaration des biens. Dans ce post, j'étais en train de dire, de prévenir les gens que, pardon, ne me proposez pas des affaires. Je ne suis pas venu construire les gratte-ciel. C'est ce que j'avais dit. Donc, ne me proposez pas les affaires. Ne me donnez pas de l'argent. Ne me dites pas merci. Ne me remerciez pas. Parce que le merci est intrinsèquement empoisonné. Ah oui, intrinsèquement. Parce qu'un type qui te dit merci avec ceci, tu te sens lié. Absolument. On est un peu lié. Parce que demain, quand il va te dire merci, demain, il va venir te demander un service et tu te sentiras moralement lié. Ah, le type, s'il m'avait quand même donné une chèvre, hein, qu'est-ce que je fais alors? Donc, du coup... vous vous débarrassez de tous ces préjugés. Oui, oui. Je pense que... le ministre ne gagne pas suffisamment sa vie comme moi. J'ai gagné ma vie en tant qu'avocat. Et j'ai perdu en argent, j'ai perdu en liberté. Je ne suis plus libre de partir à mon bureau à 10h, à 11h. Il y avait des jours que je peux décider que mes collaborateurs vont aller à l'audience et moi je reste paresseux un peu à la maison. Mais lorsqu'on est ministre, on perd cela. Mais on gagne une chose, la passion de servir l'autre, que nous avons hérité de Jésus-Christ pour ceux qui sont les croyants. La passion de servir l'autre, laver les pieds de ses apôtres, laver les pieds de notre peuple, servir notre peuple, les plus humbles, les plus faibles, les plus déshérités. Et dans ce cadre-là, quel type de dossiers vous sont-ils confiés? Je peux dire que j'ai tous les types de dossiers de la République. J'ai tous les... Parce que toutes vos plaintes là,
arrive chez ma table. Toutes les plaintes, les complaintes, les machins contre X, contre Y. Vraiment. Mais si vous gérez tout ça, que gère le ministre d'État? Mais il gère une partie, je gère l'autre, il ne peut pas gérer tout, c'est quand même non. On se partage et puis on n'est pas seul. On a des directeurs, on a des sous-directeurs, on a des chargés d'études. On a tous ces gens qui travaillent le dossier en aval avant que de nous remonter ça en amont. Absolument. Donc quand ça arrive à mon niveau, j'ai déjà au moins 2 ou 3 avis. Et qui pensent que. Et moi je dis, bon, moi je pense que. Alors je dis que et je dis au garde des Sceaux, bon voilà ce que je pense. Et toi, patron, tu fais quoi? C'est à toi de prendre la décision. Alors, je dis que vous êtes donc ministre. Que pensez-vous de la profession des avocats? Son exercice, l'environnement, le cadre, vous êtes avocat. Mes confrères m'ont dit que j'ai l'obligation de résultat parce que je suis avocat et effectivement, je pense pouvoir les aider. D'ailleurs, j'ai pu, à l'occasion de l'organisation de la rentrée solennelle du barreau, j'ai pu obtenir du chef de l'État une cagnotte de 100 millions pour le barreau, pour aider le barreau. Donc 100 millions de francs CFA, je pense quand même que c'est beaucoup d'argent que j'ai pu obtenir. Or, j'ai obtenu cela parce que le président a confiance en moi. Et parce que je travaille avec un bâtonnier qui a compris et avec lequel j'ai travaillé déjà au tribunal pénal international. Donc, il comprend comment ça fonctionne à l'international. Depuis 1990 et peut-être avant, depuis que je suis au barreau en tout cas, j'ai constaté que le barreau avait une tendance, pas le barreau, beaucoup d'avocats, pas le barreau en tant qu'institution. Certains avocats, parmi lesquels moi j'étais le champion, leur champion. Nous avons ces avocats-là, dont j'étais le champion, ont tendance à défier la tutelle, à prendre la tutelle comme l'adversaire, comme l'ennemi. Et certains bâtonniers se sont laissés effectivement avoir une relation conflictuelle avec la hiérarchie, non pas avec la hiérarchie, avec la tutelle, avec le ministère de la Justice. Mais je suis là, et puis ils viennent me dire, bon voilà, nous voulons ci, nous voulons ça. Et moi, j'ai discuté avec le bâtonnier et avec les autres, je dis, si nous continuons à penser que je suis d'un côté et vous de l'autre, et à me combattre, à combattre le confrère que j'ai été, ou que je suis toujours, vous ne pouvez pas facilement avoir, vous ne pouvez pas scier la branche d'arbre sur laquelle vous êtes assise. Si ce bâtonnier n'avait pas, n'est-ce pas, la clairvoyance de dire à ces avocats-là que il y a le barreau, institution, a 2 missions. La protection ordinale pour des avocats qui ont des problèmes dans l'exercice de leurs fonctions, avec la police, avec la gendarmerie, quelques problèmes que ce soit. Le barreau doit les protéger. Ça, c'est la protection ordinale. Et moi, je dois les soutenir. On ne peut pas attraper un avocat dans l'exercice de ses fonctions, mettre en cellule, frapper, bousculer, sans que Momo n'intervienne, sans que le ministre Momo n'intervienne. Vous précisez bien dans l'exercice de ses fonctions. Oui, dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, il y a ce qu'on pourrait dire la compassion ordinale. La compassion ordinale doit être distinguée de la protection ordinale. Un avocat en délicatesse avec la loi peut bénéficier de la compassion ordinale. C'est un devoir, ce n'est plus un droit à revendiquer. C'est la compassion. C'est là où l'avocat peut plaider que ouais, il a commis l'erreur, mais quand même, pardon, essayons de voir, c'est quand même un défenseur des droits de l'homme, etc. C'est quand même un de nos collaborateurs qui aide la justice, etc. Ça, c'est la compassion ordinale. Dans ce devoir-là, si on prend par exemple le cas de Medji... Je ne prends pas de cas, je ne prends pas de cas des individus. Je ne prends pas de cas des individus. Parce que je sais pas, parce que là, vous voulez m'amener à... Le ministre ne traite pas les dossiers, et je ne suis pas ministre ici, c'est l'auteur. Mais comme je suis accessoirement avocat, je dis que comment je vois la chose. Absolument. Et comment nous voyons la chose. Il faut donc que les avocats,
quand ils ont compris ça, qu'ils sont des auxiliaires de la justice et qu'ils doivent travailler en étroite collaboration avec le ministère, ils peuvent tout obtenir. Absolument tout. Parce que le rôle de l'avocat n'est pas... Le barreau ne peut pas devenir un parti politique d'opposition. Ne peut pas se comporter comme un parti politique d'opposition. Et le bâtonnier Charles Patier, j'allais parler de Tchunga, qui est mon parrain, c'est pas lui. Charles Patier l'a bien compris, qu'il a d'ailleurs répété dans une interview récente, que le barreau n'est pas un parti. Parce que au barreau, il y a plusieurs sensibilités. Vous avez les gars du PADEC, vous avez les gars du RDPC, vous avez les gars du RDF, etc. Mais en même temps, dans une société de liberté, le barreau est également le protecteur des droits. Sauf que... Le protecteur, le défenseur des libertés. C'est ça, c'est son rôle, oui. Mais en relation avec le ministère de la Justice, dont c'est le premier devoir, s'il fait mon travail, c'est mon travail. C'est mon travail de dire au procureur général, il y a tel monsieur qui a été, on me signale qu'on a arrêté tel monsieur en violation de tous les lois de la République. Regardez ça et rendez-moi compte. Alors, un autre aspect sur lequel, évidemment, les avocats vous attendent peut-être, et certainement, aussi d'ailleurs les justiciables, sur le code pénal. Faut-il une relecture? Il y a quand même un certain nombre d'éléments du code pénal pour lesquels le ministre, ancien avocat ou du moins avocat que vous êtes très attendu. Le barreau du Cameroun vous a certainement posé cette question-là. Pas toujours peut-être appliquée sur certains aspects, sachant peut-être que le principe c'est la liberté. Lorsque un justiciable est en porte-à-faux avec la justice, on voit souvent des détentions préventives, alors qu'il y a des garanties qui peuvent être posées. Est-ce que le code de procédure pénale, tel que vous le voyez aujourd'hui, ne pose pas problème? Si oui, quelles sont les réformes peut-être qu'il faut faire à ce niveau? D'abord, vous devez savoir que ce code de procédure pénale est le résultat d'un de mes combats. Parce que ce code de procédure pénale sort en 2005 et donc est rendu public en 2007. En 2005, il était prêt. Et donc, c'est en 2007. Il sort à la suite, précisément, de mon affaire de 9 disparus de Bipanda. Moi, j'ai fait des conférences pour dénoncer, n'est-ce pas, les arrestations abusives, les séquestrations de cette époque. C'était une époque révolue. Aujourd'hui, nous n'avions pas de code de procédure pénale avant celui-là. Et donc, du coup, ça, c'est mon combat. J'ai obtenu gain de cause. Parce que ce code-là dormait dans les tiroirs depuis 30 ans. Je me souviens, je suis allé partout. Je suis allé à Londres pour travailler avec ça. Les gars de, ils s'appellent quoi? International Bar Association, ils sont venus ici pour travailler. Mes amis de Bar Human Rights Committee of England and Wales à Londres sont venus. Ce sont des partenaires. Donc, pour vous, aujourd'hui, ceux qui se présentent, vous estimez que, écoutez, après la réflexion et l'adoption... Monsieur, c'est mon code. Il devrait s'appeler code Momo quand même. Hein? Bon, maintenant, c'est mon code. Maintenant, s'il y a des améliorations à faire, applaudissons quand même le pas que nous avons franchi. Il ne faut pas aller trop vite. Nous sortons d'où pour le code de procédure pénale? Nous sortons du code d'instruction criminelle, qui était une ordonnance française de, j'ai perdu la date encore, de 1814 ou de 1884, quelque chose comme ça. Donc en bon père, vous dites que c'est un enfant qui a ses défauts. Qui peut avoir ses défauts, qui peut avoir ses défauts. Mais je ne dis pas qu'il a des défauts. Qui pourrait, peut-être. Mais sinon, c'est un très bon code. Qui garantit les libertés individuelles. Pardon, il faut quand même que nous ne pouvons pas demander la poule d'avoir des dents. Êtes-vous également satisfait de son application, peut-être par le corps judiciaire? Disons que, comme tout enfant qui rampe avant de marcher, il y a des petits couacs, des petits cuics et des couacs. Parce que ce code est entré en vigueur en 2007. On a fait une tournée sous le ministre Ali, Amadou Ali, qui a fait le tournée. Le ministre délégué de l'époque, c'était M. Kamto. Et on a fait le tour pour expliquer comment ce code était bon. M. Kamto, il est venu ici à Douala avec le ministre. Comme c'était lui le juriste de groupe,
C'est lui d'ailleurs qui... Et je me souviens que je m'étais opposé à lui, Charles Tchungan et moi, le bâtonnier Charles Tchungan et moi, sur l'applicabilité de certaines dispositions. Parce que eux, ils soutenaient que si on arrête quelqu'un, l'avocat arrive au commissariat et se tient les bras croisés et regarde. Et nous, moi je m'étais levé, code en main, pour dire voici ce que la loi a dit. On n'a pas dit que l'avocat va croiser les bras et ne pas intervenir, parce qu'il disait que, les messieurs Kamto disaient que on arrive, mais on ne dit rien. Et je dis, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de dire je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, si l'avocat arrive et ne peut rien dire? Alors donc, et donc, oui, pour le moment, on a ces erreurs de jeunesse-là. Dans certains commissariats, dans certaines brigades, où l'avocat arrive, on le traite en ennemi. On le traite en adversaire. Bon, c'est le principe du contradictoire. Ils ne sont pas habitués au principe du contradictoire. Donc, progressivement, ça se met en place. Et je crois que les différents séminaires dont ils sont bénéficiaires vont faire en sorte que ça va s'améliorer davantage. Ces séminaires continuent d'ailleurs, que ce soit avec les magistrats, que ce soit avec les OPJ. D'un code à l'autre, le code électoral également, il est fortement débattu. Hein. Je veux dire que jusqu'à présent, la grande partie, sinon toute l'opposition camerounaise, dit que ce code ne permet pas des élections transparentes, libres, des résultats qui permettront éventuellement de donner le véritable choix des électeurs à l'issue d'un scrutin. Avez-vous le même regard? Monsieur Dibita Tongo, oui. Je le disais avec eux hier. Vous avez changé? Non, je vous ai dit, j'ai pas changé, j'ai changé de logiciel. J'ai compris. Je le disais avec eux. Mais je réalise que ces gens-là, ils ne veulent même pas, ils veulent qu'on mâche tout, on leur donne, ils avalent seulement. Je fais une image. Parce que ce code-là est un très bon code. Mais ce qu'ils revendiquent, c'est simplement que c'est la paresse qui leur fait revendiquer le scrutin à 2 tours. Ils n'arrivent pas à avoir des militants dans les 360 communes. Des représentants et même des militants. C'est-à-dire les bureaux. Parce qu'il faut avoir les bureaux, monsieur. C'est ce que j'ai écrit, j'ai décrit dans le livre. Les mathématiques électorales. C'est une partie de ce livre. C'est un des chapitres de ce livre. Qui démontre que c'est la formule Vénis. J'ai théorisé la formule Vénis. V, la victoire égale à quoi? Nombre d'inscrits, NI. D'accord? Et que tu soustrais au corps électoral. C'est-à-dire que on suppose que quel est le nombre d'inscrits? Le corps électoral a combien de personnes? D'accord? Et le nombre de personnes qui sont inscrites, c'est ça que compose le corps électoral. Maintenant, qu'est-ce qui fait la victoire? C'est le nombre de tes militants à toi, le nombre de tes bureaux à toi doit être supérieur ou égal à la moitié du nombre d'inscrits. Si le nombre d'inscrits, c'est 1000, et que dans un scrutin où il y a plusieurs candidats, 5, 3 même, et que toi seul, tu as le nombre de ton capital électoral, CE, c'est le capital électoral, CE, Vénis, ton capital électoral est supérieur ou égal à la moitié du nombre d'inscrits, tu as gagné. Ça veut dire que quoi? Que sur 1000 personnes, si tu as déjà 500, tu gagnes parce que les autres vont se partager. Au-delà de ces principes fondamentaux, oui. Mais l'un des éléments qu'on reproche à ce code, c'est qu'il met toutes les données entre les mains d'une institution qui est ELECAM, favorisant de fait ce qu'ils appellent, eux, des fraudes électorales, parce que au finish, c'est le procès verbal de l'ELECAM qui fait foi. N'est-ce pas là l'un des... S'il vous plaît. Oui, monsieur le ministre. Vraiment, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Vous comprenez? Ce code-là est un très bon code. Regardez comment ça se passe. Je suis un acteur. En 2011, j'étais candidat contre le président Paul Biya. Vous avez décrit l'organisation du scrutin, les fraudes électorales. Et j'ai compris. 2013, j'étais encore candidat. Je suis conseiller municipal actuellement.
Je suis un conseiller municipal, je suis un élu. Hein. Je suis pas. Faut pas oublier que je suis conseiller municipal. Donc j'ai gagné avec ce code-là. J'ai gagné. Les gens qui crient là, ils sont députés, ils sont machins, ils ont gagné avec ce code-là. Malgré ce code-là, à Douala 5, j'ai gagné 2 sièges là-bas à Douala 5. Je suis assis sur le siège du conseil municipal malgré ce code. Donc, la vérité c'est quoi? C'est que les gens n'ont pas les moyens ou la volonté de créer le capital électoral. Si vous créez un capital, votre capital électoral, dans l'ensemble des 360 communes, vous allez gagner. Il n'y a rien à faire. Vous comprenez? Donc il ne faut pas qu'ils accusent le code. N'accusez pas le code. Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. C'est faux. Mais en même temps, ils veulent qu'on leur facilite la tâche avec double tour. Pour que si l'un paie, les autres se mettent tous ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce serait bien pour nos démocraties. Non, pas du tout. Je veux dire que pas du tout. D'abord, pour moi qui ai compris, et qui combat cette démocratie électorale. C'est pas lui. Même après lui, il faut que celui qui vient reste aussi longtemps que possible et qu'on ne focalise plus sur lui. Les Chinois l'ont fait, monsieur. Les Chinois sont en train de le faire et les Chinois sont en train de monter, de grimper. Ils sont une des puissances de ce monde. Pourquoi pas nous? Protégeons nos œufs, monsieur. Au lieu de jeter le pays, l'État du Cameroun, n'est pas un trophée qu'on doit gagner au cours d'un match électoral. Vous comprenez? Il faut que, parce que sinon, un match électoral peut être truqué par le grand capital. Sur la crise de... C'est-à-dire par le serpent et l'épervier. Sur la crise sociopolitique et sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, quelle lecture vous en faites? La crise politique dans le sud-ouest et le nord-ouest, chacun sait combien j'ai sympathisé et pris parti pour la communauté anglophone lorsqu'il s'agissait des revendications corporatistes, des enseignants d'abord et des avocats ensuite. J'étais l'un des pourfendeurs. J'étais l'un des soutiens les plus fiables des anglophones. Toutes mes interviews dans les chaînes de télévision prouvent que j'ai soutenu. Mais à partir du moment où ils ont pris les armes, ou certains d'entre eux, parce que ce n'est pas tous, dans la zone anglophone, il y avait ceux qui voulaient rester dans la République, mais qui discutaient pour l'amélioration des conditions de vie, comme nous tous, comme tout le monde, sans comprendre que c'est la faute non pas au président Paul Biya, mais au système néocolonial dans lequel la richesse est produite par l'extérieur. Ils n'avaient pas compris ça, ce que j'ai compris. Et précisément, je peux m'enorgueillir que la science politique permet donc de se lever au-dessus de la masse, de la mêlée, pour comprendre beaucoup de choses. Dieu merci que j'ai fait science politique et ça m'a permis de bien comprendre. Donc il y avait des gens qui étaient pour l'État unitaire. Tout à fait. Il y avait les gens qui étaient pour l'État unitaire. Il y avait des gens qui voulaient seulement le fédéralisme. Mais un petit groupuscule qui existe quand même depuis la création de notre État, qui s'est développé et qui s'est multiplié, qui a envoyé ses enfants à l'école et qui était pour la séparation. Et ce groupuscule a été mis en exergue pour la première fois en 1966. Déjà même en 61, ils existaient. Mais on ne connaît pas les leaders de 61 parce qu'ils avaient été vite étouffés. Lorsqu'il fallait rattacher le Cameroun lors du référendum des Nations Unies, fallait-il rattacher le Cameroun ou rester au Nigeria? Et donc, il y avait ceux qui voulaient le rattachement au Cameroun, et vous savez qu'une partie au nord a voté pour le rattachement au Nigeria. Mais il y avait un troisième larron qui disait que non, on crée notre État indépendant. Mais ils étaient tellement minuscules et petits que leur voix, on ne les a pas entendus. Mais l'un d'entre eux s'est manifesté en 1966. C'est le bâtonnier, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Gorgi Dinka, un anglophone. C'est lui, pour la première fois, qui a commencé à manifester. Et je pense qu'il a été en maille, il a eu maille à partir avec la justice, et il a dû s'exiler au Nigeria, sous le président Aïdjo. C'est pour ça que je dis que notre barreau est né dans la contestation des institutions. Et que aujourd'hui, en 2019, il faut arrêter. D'accord. Pour prendre le train des grandes opportunités et s'avancer. Et donc, pour répondre très clair à votre question, quand ils ont pris les armes, j'ai dit, vous venez de faire exactement ce que
mes frères Bamileke et Bassa ont fait en 1956 à 1960. Quand ils ont pris les armes en 1960 contre le pouvoir d'Aïdjo, ils ont été combattus et ils ont été vaincus. Beaucoup sont partis du pays Bamileke pour s'installer à Loum, en Banga, à machin. Beaucoup de Bassa sont partis de leur terroir pour s'installer dans la zone anglophone. Vous avez les Tamar, les Herbé, qui sont des anglophones, qui ont fui la guerre. Donc, j'ai dit, messieurs, vous venez de commettre une erreur. Parce qu'en sciences politiques, il est enseigné, et c'est Max Weber, que l'État est le seul qui revendique avec succès la légitimité de la violence. Alors aujourd'hui, la problématique, c'est de... Et donc, quand l'État a la légitimité de la violence, si toi, un individu ou un groupe, vous prenez les armes contre l'État, l'État est en état de légitime défense. La problématique aujourd'hui, la situation s'est enlisée, c'est d'en sortir. Que propose le PADEC pour recouvrer la paix? D'abord, il faut neutraliser, à défaut du langage, parce que quand on dit dialogue, les gens parlent de dialogue inclusif, machin, je ne suis pas moi là. Je suis pour un dialogue, mais inclusif, je ne connais pas très bien ce que ça veut dire. Mais le dialogue avec qui? En 1960, les populations de l'Ouest qui étaient terrorisées par les maquisards, comme on les appelait, c'est-à-dire que certains disaient qu'ils sont des nationalistes, et d'autres disaient qu'ils sont... Mais sauf que ils incendiaient les maisons, ils tuaient les gens. Les populations s'étaient organisées en autodéfense. Moi, j'avais déjà dit ça il y a longtemps, je ne dis pas ça aujourd'hui. J'avais dit, il n'y a que la population pour se neutraliser. Les Bororo du Nord-Ouest, dont les femmes sont violées, les enfants sont assassinés, les bêtes sont massacrées, se sont organisés dernièrement en autodéfense pour se garder, pour se protéger contre les ambazoniens. Et certaines populations du Sud-Ouest et du Nord-Ouest se sont également organisées pour contrer les ambazoniens. Exactement comme nous faisions en 1960 contre les maquisards. Quand les maquisards sont venus pour tuer le chef Bafou, les Bafous se sont levés, je parle de mon village, ils se sont levés, ils ont pris les armes. Vous dites que la solution, ce serait l'autodéfense des populations. Il faut que... Que faut-il faire? Il faut que l'autodéfense. Parce que il faut les armer, ces populations-là. Parce que vous n'allez pas sortir les ambazoniens, vous n'allez pas discuter avec eux. Ces gens-là sont des séparatistes et ne vous ont pas mandaté pour dialoguer. Le dialogue, ce sera avec qui? Donc, il faut que les populations se défendent contre les assaillants. On l'a fait en 1960, on a gagné. Et que faut-il? Armer les populations? On fait comme on a fait en 1960. Que s'est-il passé en 1960? En 1960, on a créé des comités d'autodéfense. D'accord. On les a entraînés, on leur a donné les moyens de se protéger et de protéger le village. Nous, on dormait en forêt. Les enfants dormaient en forêt. On dormait en brousse parce que ces gens-là venaient et incendiaient les maisons, tuaient les gens. Parce que si vous n'étiez pas d'accord avec eux, ils venaient pour vous tuer. N'empêche que tous les partis politiques, tous les hommes politiques, y compris le président de la République, sont pour le dialogue. Mais moi, je suis pour le dialogue. Appelle au dialogue. Je suis pour le dialogue. Y a-t-il des initiatives, par exemple, entamées avec... Le dialogue avec les leaders. Le dialogue avec les leaders sécessionnistes. Y a-t-il des initiatives à Kabé, Christano, ceux qui sont de l'autre côté? Ça, je ne peux pas répondre à ces questions parce que ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas mon niveau de compétence. Mais sinon, je suis pour le dialogue. Le dialogue avec ceux des interlocuteurs qui veulent le dialogue. Mais tu ne vas pas prendre un chef bandit. Quand Wandier s'est livré, c'est lui qui s'est livré, n'est-ce pas? Mais on le recherchait. Donc, c'est parce que en 1970, sa base n'était plus peut-être assez solide. Donc, le président de la République a demandé à ces gens-là de sortir les mains en l'air, de baisser, de jeter les armes et de sortir. Bon, maintenant, s'ils continuent à massacrer les gens. Et d'ailleurs, vous parlez là d'une question très importante parce que moi, quand je dis que quand les gens prennent les armes, ils sont en brousse, est-ce que ça m'empêche de boire mon pot, mon verre de parle? Ça a énervé les gens. Je dis que mais il ne faut pas être hypocrite. Vous ne mangez plus parce qu'ils ont pris les armes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, les gens qui se sont énervés, sont les gens qui sont à Washington, qui sont à Londres, qui sont à Paris, qui ne sont même pas là au Cameroun comme moi? Et ils ont cru que ça veut dire que je méprise le problème anglophone. Non!
Je ne méprise pas les peuples anglophones. Je suis en train de leur dire, monsieur, vous avez la légitime défense. Défendez-vous, défendez votre terrain, défendez votre territoire, défendez vos enfants, défendez vos femmes. Mais il y a néanmoins, et là l'État va vous aider à les défendre. Je m'adresse encore à l'homme politique que vous êtes, le président du PADEC. Il y a néanmoins une initiative, j'ai failli dire crédible, qui est portée par le cardinal Christian Toumi, et dont on observe que les pouvoirs publics, le gouvernement, y jettent un regard peut-être craintif, un regard lointain, pas serein. Vous ne pensez pas que par les hommes religieux, par les hommes de la société civile, qui ne sont pas forcément des hommes politiques, on peut passer par ce palier-là, la All Anglophone Generals Conference, pour aborder sereinement cette question? Je vous parlais de la communauté du goût en partage, oui, par rapport à la communauté ethnique, au sens des ethnologues. La communauté de goût en partage a ceci de particulier que lorsqu'ils se mettent comme la communauté religieuse, c'est les frères en Christ, etc., la communauté musulmane, la communauté des enseignants. La communauté de goût en partage a ceci que si vous ne faites pas attention, ils vont agir contre le pouvoir. Et que ce soit en 1960 ou maintenant, on a vu que l'église catholique romaine, qui est au Cameroun, a joué un rôle qu'on pourrait croire, qu'on pourrait penser que c'était un rôle contre l'État. Le cardinal Christian Toumi n'est que le successeur des autres prélats qui se sont passés. Je ne vais pas prononcer les noms. Je ne sais pas, il n'y a pas que lui, il y avait je pense à d'autres personnes qui sont intervenues dans cette... Hein? Pourquoi vous parlez de Monseigneur Domo? Pourquoi vous ne parlez pas de Monseigneur Mongo? C'est un nom pourquoi vous ne parlez pas de Mongo? Parlez aussi de Monseigneur Mongo. Il y avait beaucoup. Donc, bref, qu'est-ce qu'on remarque? Que sous le prétexte de parler au nom du Christ, certains prélats font de la politique politicienne, qui quelquefois va à l'encontre de la politique nationale de vivre ensemble. Nous l'avons vu hier. Et demain encore, on va crier que Momo a raconté des choses. Mais malheureusement, je dis comme je vois. C'est Momo qui parle, hein, c'est pas le membre du gouvernement. C'est même pas le président du PADEC. C'est Momo l'individu qui pense que nous avons... Il faut lire les écrits de certains prélats, dont mon petit frère Ludovic Lado, qui a été affecté disciplinairement, j'allais dire, quelque part là-bas, bon, disciplinairement, c'est entre guillemets pour rire, qui a été affecté quelque part, je crois qu'il doit être en Côte d'Ivoire, et dont les écrits sont incendiés et ressemblent à ceux de Patrick Gagnan, qui appelle les Bamileke à prendre les armes. C'est un prélat. D'accord? Vous avez le cardinal Toumi, auquel j'avais ouvert une lettre publique en son temps, en lui demandant de venir sauver ce peuple et d'être le candidat, n'est-ce pas, de présidentiel de 2004, il me semble. J'avais fait une lettre ouverte au candidat Toumi. Dit que non, viens nous sauver, viens nous sauver. Viens, on chasse Paul Biya, pardon. Donc, après avoir compris les réalités du comment fonctionne le monde, et je m'étonne que les aînés comme eux, comme ces prélats, n'aient pas vu que le danger externe qui a décimé la Libye, déchiqueté le Soudan, et qui est en œuvre en Égypte et peut-être en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Peut-être pas la Côte d'Ivoire. Peut-être pas oui, surtout pas la Côte d'Ivoire. Je veux dire, surtout la Libye, le Soudan. Est-ce que ces aînés-là ne voient pas que le danger qui vient de l'extérieur est beaucoup plus grave que nos petites querelles intestines? Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc l'individu Momo ne fait pas confiance à l'initiative de l'Église catholique ou alors des religieux, parce qu'il n'y a pas que les catholiques, hein. Il faut savoir, vous le savez d'ailleurs. Je pense qu'il y a une suspicion légitime. Quand vous allez devant un juge pour plaider votre affaire, et si on vient vous dire qu'il a dîné hier soir avec votre adversaire,
vous allez penser qu'il y a suspicion légitime. Que ces prises de position passées n'ont jamais été, n'est-ce pas, innocentes. Alors, et que donc du coup, si vous lui laissez la charge d'une pareille affaire, il est clair que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Il nous reste encore 20 minutes. On va parler d'autre chose. Je suis avec vous. Toujours. Faites ce que vous voulez. Gérez votre temps. Je vais passer la nuit ici. Toujours sur les questions politiques. Ouais. Je parle à l'individu, au ministre, à l'avocat. L'observation générale, ces dernières années, c'est de voir que les manifestations, réunions publiques, les meetings, les marches sont assez souvent interdites. Du moins, pas toujours la déclaration fait souvent l'objet d'interdiction. Oui. Alors que l'une des missions, par exemple, des forces de l'ordre, c'est de pouvoir encadrer. Tout à fait. Tout à fait. Ces rencontres-là. Tout à fait. Peut-on croire, parce que aussi loin que par ma jeune mémoire de journaliste, tout à fait. Je vois difficilement une manifestation où les forces de l'ordre ont accompagné, ont encadré. Oh, ça existe, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui peut expliquer donc qu'aujourd'hui, on en est à l'interdiction, j'ai failli dire systématique, depuis pratiquement 2 ans au moins, et puis depuis le lendemain des élections, pratiquement aucune formation politique n'a eu d'autorisation. Monsieur le député. N'a vu sa déclaration recevoir un récépissé. Monsieur le député Tongo, il faut souvent vous mettre à la place des dirigeants. Un dirigeant veut le bonheur de son peuple. Un dirigeant, jamais, aucun dirigeant ne souhaiterait que son peuple soit affamé, que son pays ne soit pas bien géré, que son pays tombe à volo. Partant de cette conviction, en bon père de famille, qu'est-ce que vous faites, vous, si vous partagez le repas et qu'un de vos enfants, de vos 5 enfants disent, après avoir mangé, disent, maman, j'ai faim, il faut que vous me donniez ce que vous avez gardé pour qu'on mange demain. Les mamans répondent souvent, mange-moi. Maman, j'ai faim. Les mamans répondent, mange-moi. Parce que si elle te donne la nourriture là aujourd'hui, demain elle va te donner quoi? Ça, c'est une maman qui gère son foyer. Et ce n'est pas parce que la maman déteste son fils ou sa fille qu'elle ne lui donne pas à manger. Il va pareil pour un État. Si tu étais le président de la République, est-ce que sous le prétexte de la démocratie, tu laisserais, sachant que des gens ont demandé à manifester pacifiquement, entre guillemets, parce que les mots cachent les mots, hein. Les mots M-O-T-S cachent les mots M-A-U-X. Les marches blanches. Oui, blanche. Blanche, ce n'est qu'un mot. M-O-T-S, mais qui cache une réalité. Qui cache d'autres mots, les mots M-A-U-X. On va dire marche blanche. Et on va embellir ça très joli. Oui, c'est pour le code électoral, pour le hold-up électoral, pour quelque chose encore électoral. Mais en réalité, quand tu les écoutes, ils disent quoi? Donc aujourd'hui, vous dites... Pita Tongo, oui, je vous me réponds. posez la question. Non, je vous réponds. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous réponds. Qu'est-ce qu'ils disent, je vous les réponds. marcheurs? Donc aujourd'hui, vous dites qu'au Cameroun, aucun parti politique n'est capable de faire une marche, une manifestation, une réunion publique sans casser. Bon, vous n'avez pas voulu répondre. Ben, je réponds. Allons-y. Et je reviendrai sur ma question. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la révolution. On va marcher jusqu'à ce qu'ils partent. Est-ce que c'est le rôle d'un parti politique de marcher pour chasser, entre guillemets, ce qu'ils appellent le dictateur? Alors que le rôle, la loi de 1990, qui organise les partis politiques, a bien tracé le canevas que vous avez respecté en vous présentant à l'élection, que vous avez accepté en appliquant le code électoral. Et après les résultats,
vous dites que comme on n'a pas gagné, utilisons la méthode forte. On va marcher jusqu'à ce qu'il parte. Et vous commencez à ameuter le peuple qu'il a fraudé, il a volé, il a triché. J'ai démontré dans le livre, là, dans les mathématiques électorales, que c'est une fausse construction depuis 1992. Mais partant de là, que le président Paul Biya gagne effectivement et avait gagné depuis 1992. Et que depuis, moi qui vous parle, j'ai été de la campagne de Yondo Black, un des dirigeants de la campagne de Yondo Black, de bâtonnier Yondo Black. C'était moi qui amenais les Benskine là-bas. J'ai été un soutien de la campagne de Djekam Tchabeni. Je prenais le discours incendiaire. J'ai été de ces avocats qui prononçaient des discours incendiaires. J'étais applaudi quand je prenais, je prenais la parole quelque part. Quand il y avait des manifestations, on demandait où est Momo, pardon, viens nous mettre le feu ici. Mais j'ai compris que ce n'est pas la voie du salut, que ce n'est pas comme ça que nous allons développer notre pays, qu'en réalité, nous sommes en train de creuser la tombe de notre propre pays en pensant que nous sommes des acteurs, pensant que nous sommes des héros alors que nous sommes des héros. Accordons-leur donc toutes ces fautes que vous décriez, notamment... Je vais simplement prier qu'ils se rendent compte. Notamment la révolution dont vous parlez. Il est donc clair qu'à côté de cela... Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire une révolution. Et l'État accepte que vous faites la révolution quand même. Que les pouvoirs publics donc fassent observer la loi. Monsieur, mais cela dit, en France, ça s'est passé comment? D'accord. Les gilets rouges, les gilets jaunes. Mais cela dit, ils ont fait quoi? Ils ont saccagé les Champs-Élysées? Dans ce cas, l'autre minimum, c'est quand même d'observer les procédures. Je veux dire que quand on regarde aujourd'hui, il y a pratiquement plus de 200 militants du MRC incarcérés avec leurs leaders. Quand on regarde les procédures qui leur sont appliquées, avez-vous le sentiment que justice est rendue dans ce cas-là? Il y a par exemple le vice-président et bien d'autres personnes qui sont détenues par décision administrative du gouverneur de la région du Centre. Est-ce que ce n'est pas le respect de la loi? Est-ce que la loi n'a pas prévu cela? J'ai même entendu les histoires sur le tribunal militaire et tout ça. Est-ce que ce n'est pas le procureur? Je suis le législateur là déjà. La dernière fois, le procureur n'a pas pu sortir en mandat. Ça, mon frère, c'est ce que les journaux écrivent. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Les journaux. Non, vous, qu'est-ce que vous en dites de... Mais je n'étais pas là, moi je ne sais pas, Quand les journaux là, vous parlez des mêmes journaux que je lis là. Vous parlez des mêmes journalistes que je connais là. Ceux qu'on paye pour qu'ils écrivent telle chose, mais ils savent que je les connais. Ceux qui payent, monsieur, ceux qui payent pour qu'on dise qu'on les a torturés, parce qu'ils veulent aller en France, en Angleterre, aux États-Unis pour demander l'asile. Et il faut, avec le concours des journalistes, qui disent que faites un papier sur moi. Mais, monsieur Dipita Tongo, peut-être que moi, je suis l'avocat de l'immigration. Ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Ils savent qu'ils profitent de ces histoires-là, rien que pour avoir les preuves et aller demander l'asile. Mais mon Dieu, je dis que c'est de la folie parce que vous n'avez rien compris. Le paradis terrestre, c'est ici, au Cameroun. Ce n'est nulle part ailleurs. Vous avez tout ce que vous avez. Vous avez tout dans la forêt. Mais sauf que personne n'y est. L'eau que vous buvez là, ça vient d'ailleurs, monsieur. L'électricité, si ça vient d'un barrage qui a été fait au fond de la forêt. Sur l'observation des procédures, vous dites que dans le cas de ceux des militants du MRC et leurs leaders qui sont incarcérés et ses alliés, vous dites que les procédures sont respectées. D'abord, le tribunal militaire, il est contesté par les avocats. Bon, moi j'ai beaucoup ri, moi je suis avocat comme eux, j'ai beaucoup ri, j'ai dit, est-ce que le tribunal militaire là, c'est pas la loi de notre pays? Vous voulez devenir des législateurs. Le législateur, ce n'est pas le représentant du peuple. Est-ce qu'ils opposent à cet argument, c'est de dire que ils ont dit ça, est-ce qu'ils ont? Le Cameroun a quand même ratifié un certain nombre d'accords internationaux qui excluent le tribunal militaire comme instance devant juger les civils. Alors, voyez, allez voir le législateur, dites que monsieur le législateur changez la loi. Vous venez voir Momo, c'est mon problème là. Vous allez voir le ministre de la Justice, vous allez voir le président Paul Biya. Allez voir le législateur, dites monsieur le législateur, les instances internationales qui nous commandent, je dis ça entre guillemets, parce qu'ils ne nous commandent pas. Nous avons notre loi. Vous voulez qu'on s'en remette à la loi des autres? Chaque État souverain a ses lois. Et les lois
que notre Assemblée nationale a prises pour notre compte, au nom du peuple camerounais, sont les lois du peuple camerounais. Vous voulez que parce qu'un groupuscule... D'ailleurs, j'ai fait un petit post très amusant. Comme moi j'aime les contes, j'ai fait le conte le facochère qui croyait être plus malin que les autres, qui se croyait intelligent plus que les autres. C'est un conte qui est sur Internet, qui est sur ma page Facebook et qui amuse beaucoup de gens. Et comme La Fontaine, je parle des affaires de la cité sous une forme humoristique. En un mot. Hein? Oui, en un mot pour dire. Pour dire que il ne faut pas suivre aveuglement les gens qui vous conduisent dans le trou. D'accord. Quand vous tombez dans le trou, quand quelqu'un tombe dans le trou et vous appelle que venez entrer dans le trou avec moi, vous allez entrer dans le trou, c'est que vous êtes à côté de cela, on voit quand même une forte mobilisation des partenaires du Cameroun, de la communauté internationale, l'Union européenne, des États-Unis, la France, la Belgique, qui demandent au Cameroun, dans ces cas-là notamment, de respecter les procédures, de respecter les règles nationales pour faire juger éventuellement ceux qui sont incarcérés avec les militants de l'UMRC. D'abord, vous parlez de forte mobilisation internationale, je ne la vois pas. Mais le Parlement européen en a fait dans des sorties. J'ai une petite suggestion dans cette affaire-là. Le Parlement européen ou les autres que vous parlez là. En sciences politiques, on dit, dites-nous à partir de quelle chapelle vous parlez. Et je pense que d'où vous tenez vos informations. Si vos informations, vos informateurs sont les partisans on va dire, d'une partie, hein, forcément, vous allez avoir que ces arguments-là. Mais le principe du contradictoire, qui règle les questions de judiciaire, veut que quand vous avez une opinion d'une partie, essayez quand même d'avoir l'opinion de l'autre. Qu'est-ce que l'autre en pense avant de faire votre libre arbitre, de faire votre propre jugement. Ok? Mais si vous prenez les lubies d'une partie pour en faire votre opinion personnelle, vous êtes partisan. Je veux dire que sur le plan tout au moins moral, c'est vrai que le Conseil constitutionnel a définitivement dit le droit. Le président a prêté serment, on ne peut plus le lui contester sur le plan légal, sur le plan institutionnel, pour le bien président de la République. Mais je dis que sur le plan moral, sur le plan politique, vous êtes d'ailleurs un féru des réseaux sociaux. Est-ce qu'on ne peut pas, pour taire ces polémiques, mettre les 25 000 procès-verbaux sur la table et voir qui sont... 25 000, je ne sais même pas de quoi vous les parlez. Procès-verbaux qui sont contestés par le MRC, puisque c'est de là qu'est partie la philosophie du hold-up électoral. Vraiment, qui conteste la réélection du président Biya. Je dis, nous ne remettons pas à cause cela. Non, non. Mais je parle du plan moral. Non, attendez. Oui. Vous avez déjà acquis, vous avez déjà acté qu'il y aurait eu 25 000 procès-verbaux litigieux. Un type dit une chose, pourquoi il n'a pas dit 50 000 pendant qu'il y était? Ce que nous avons dit. Non, pendant qu'il y était, pourquoi il n'a pas dit 50 000? Ce que nous avons dit. Et c'est pour ça que j'ai fait... Vous êtes sûr qu'il y a 25 000 procès-verbaux litigieux? Ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a 25 000 procès-verbaux? Justement, ce que j'ai dit. Ouais. C'est que le président est élu, nous l'avons acté. Voilà. Donc un type qui dit qu'il y a 25 000... Non, nous sommes d'accord. Ouais. Maintenant, il se base sur quoi pour dire qu'il y a 25 000? Nous sommes plus dans le débat. Ouais. Je veux plus qu'on ouvre ce débat, mais nous sommes sur la question vraiment morale. Je veux dire que si quelqu'un vous dit, vous n'avez pas écrit le bleu, vous n'avez pas écrit avec un stylo bleu, vous dites, ben écoutez, je n'ai pas non plus écrit en noir, et voilà bien mon... Pourquoi tout vous au moins sur le plan moral, non? Moral de quoi? Vous changez la... Vous tuez la polémique pour... Dipita Tongo. Oui, monsieur le ministre. En droit. Oui. Oui, maître Momo, c'est pas le ministre. Vous avez vu la subtilité. En droit. Oui. La preuve... La preuve appartient à celui qui allègue un fait. Vous alléguez un fait. Vous dites aux gens qu'il y a eu 25 000 procès-verbaux. Au lieu de prouver l'existence de ces 25 000 vous venez me demander à moi, l'individu qui a dit ça, il est venu au palais les mains dans la poche. Vous avez vu qu'il avait une chemise, vous avez vu qu'il avait un seul papier. Alors, Monsieur Dipita Tongo répondait à ça. Deux questions pour finir. Il avait un papier dans sa poche. Deux questions pour finir. Et il est un juriste international qui sait que
la règle de droit, la première règle de droit, ça dit que c'est sur les droits de la défense, c'est que il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve. Deux questions pour finir. Vous êtes en train, vous les journalistes, de dire à l'État et même au Conseil constitutionnel d'apporter la preuve de ce que ce qu'il dit est faux. Nous les journalistes. Dis-lui d'apporter la preuve de ce qu'il dit est vrai. Du moins, nous. Pas à moi de rapporter la preuve de ce qu'il dit est faux. Non. C'est le droit, le B à bas, mon frère. Je disais simplement, et c'est pour ça que j'ai fait toute la précision, nous avons acté que le procès est terminé. Toi, et c'est pour ça que je parle du plan moral. C'est très bien. Moral de quoi? Moral d'un menteur, moral avec vous avez dit qu'il trompe les gens. Mais il y a 300 personnes. Avocat, il y a 300 personnes qui sont présentes avec lui. Il y en aurait peut-être d'autres si jamais il y a des marches encore interdites. C'est fini, tout ne passe plus. Non, mais je veux dire que pour convaincre ces gens-là, on aurait pu montrer les procès-verbaux, non? Pour faire quoi? Quel procès-verbaux? Pourquoi on soit plus dans la polémique pour en sortir? Monsieur. Les procès-verbaux que lui conteste. Monsieur. Ceux dont il dit qu'ils sont réguliers. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Il y a 25 000 bureaux de vote. Oui. 25 000. Oui. C'est de ça qu'il veut. Il veut qu'on apporte les 25 000 procès. Il veut qu'on refasse le compte devant. On en sort. Non, attendez. Ringando, nous avons 20. Nous avons 20. Non, vous pouvez. Eric, la une du quotidien bleu. C'est vous qui avez provoqué le débat. On a 25 000 bureaux de vote. Vous nous dites d'apporter les 25 000 bureaux de vote pour qu'on compte. Ça va. Alors que vous êtes supposé avoir eu des représentants dans les 25 000 bureaux de vote. Et que votre représentant a chacun son procès verbal. Monsieur, si on tombe dans ce piège à rat, n'importe qui va revendiquer. À Cabral Libi va dire que, ok, apportez-nous. Je voudrais un mot que vous commentiez. Tous les candidats vont dire la même chose. Un mot que vous commentiez la une du quotidien Le Jour, le journal de Hamad Mania. Eric Dando, on peut voir voilà, MRC, la traque aux faciès. En un mot. C'est une incitation pour moi au tribalisme. C'est ce que je disais, le monstre dans la cité. Ce monstre qui est dans notre ADN, que les gens ont été. Qu'est-ce que vous reprochez alors que c'est un travail de journaliste qui a été fait? Les gars sont allés sur le terrain, recueillir des témoignages. C'est ce qu'il dit, monsieur. La traque aux faciès, qui a arrêté qui? Est-ce normal? On a arrêté. Attends. Si je mentionne au témoignage, est-ce normal que dans un poste ou dans un contrôle, qu'on me demande d'où je viens? Non, attends, j'ai dit que la traque aux faciès, les policiers là, ils sont Bamileke, Betty, Wadjo, la traque aux faciès, qui traque? Les policiers là, ils sont seulement boulous, comme les gens ont... Le journal relais. Les policiers, prenons les policiers qui arrêtent. Prenons, oui. Les gens qu'on a arrêtés. Disons que les policiers sont les policiers, ils sont supposons qu'ils sont de toutes les tribus. Alors, et ce policier-là, il va plutôt t'arrêter parce que tu es Bamileke. Et il ne va t'arrêter, il est lui-même Bamileke. Il t'arrête. Et pourquoi il n'y a que eux? Pourquoi on n'a pas arrêté tous les autres Bamileke? Monsieur, moi je suis Bamileke. Monsieur, je suis Bamileke. Les gens ne savent pas que je suis Bamileke. Je suis Bamileke. Pourquoi on ne m'a pas aussi arrêté? Je ne suis pas le seul Bamileke. Je voudrais comprendre. Nous sommes une majorité de Bamileke qui pensons que ce groupe-là est un mauvais grain dans le corps des Bamileke et qui fait en sorte que les gens peuvent nous détester et croire que nous sommes des opposants à vie. Je voudrais comprendre, pourquoi nous sommes des républicains. Je voudrais comprendre pourquoi dans un poste de police, on demande lors de l'identification à quelqu'un de dire de quelle région il vient. Ah ça je ne sais pas, ça c'est vous qui le dites. D'accord. Ou bien peut-être que vous êtes déjà son ami, ou bien vous avez suivi ça comme lui, ou bien parce que vous avez déjà acté tout ce qu'il raconte. Amandman est un aîné qu'on respecte dans la profession. Et donc, parce que tu le respectes, et c'est mon petit frère aussi, monsieur. Bon, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est mon petit frère au lycée de Tchang. Ok? Et que moi, je suis même surpris. J'ai été surpris par cette sortie d'Amman Maman. C'est mon petit frère au lycée de Tchang. Les gens là, j'étais avec eux hier, les Benjamin Zébazé là, ce sont les miens. Mais qui n'ont rien compris aujourd'hui. Qui n'ont pas compris la marche des choses. Et ils pensent que ils ont raison. Ils pensent qu'ils sont des combattants de la liberté. Un autre élément pour finir. Pourquoi alors qu'ils sont
précisément le contraire. Pourquoi lorsque des cas comme ça surviennent, ou bien plus, on a les personnes, les sécessionnistes qui sont interpellés dans l'affaire du Nosso, il y a l'affaire MRC, pourquoi est-ce que les procureurs ne communiquent pas justement souvent pour lever tout ce... Ah ben parce que l'instruction est confidentielle. Je veux dire, dans la démocratie, on voit par exemple le procureur général en Nanterre, quand il y a des attentats même, on voit que c'est le procureur de Paris. Il y a des choses qu'on peut dire. Exactement. Sans violer le secret de l'instruction. Justement, mais ce minimum, on est en droit de l'attendre, nous, l'opinion. Pourquoi vous voulez qu'on imite seulement ce qui est en France? Pardon, on n'est pas les Français. On regarde ce qui est bien. Je regrette, non, ce n'est pas bien. Mais est-ce que... C'est bien pour les Français, peut-être pour vous. Est-ce que ça ne contribue pas justement à entretenir ce genre... Arrêtez donc arrêtez d'être français dans vos têtes. Est-ce que ça ne... Redevenez camerounais et africains. Arrêtez de penser que de nous accuser. On va dire arrêtons, puisque nous avons entré dans la démocratie. On va dire arrêtons. Quelle démocratie? La démocratie du président Votre démocratie, du président Biya donnée en 90. Je veux être celui qui a apporté la démocratie. C'est cette démocratie-là que nous appliquons. Mais vous êtes en train de dire qu'on doit la outrepasser. La démocratie, la liberté, c'est pas le libertinage. Voulez-vous confondre la liberté au libertinage? Un mot pour finir, Jean de Dieu Momo. Alors, en février dernier, chez nos confrères de la CRTV, vous avez tenu des propos qui ont semblé heurter, qui ont d'ailleurs heurté l'État d'Israël. Et évidemment, la communauté bamileke s'est sentie un peu heurtée. Ce soir, vous allez présenter vos excuses à l'État d'Israël, qui a d'ailleurs, par son ambassadeur, fait tout un communiqué. Et vous allez dire à la communauté bamileke que peut-être que dans votre discours, que direz-vous ce soir? D'abord, comme je l'ai dit en son temps, mes propos ont été non seulement amputés, grossièrement amputés. Par la télévision nationale? Non, amputés par ceux qui m'accusaient. D'accord. Mais il est de notoriété publique aujourd'hui que les personnes qui ont amputé mes propos étaient des chargés de la communication de cette ambassade. Et que précisément, une des personnes était une ressortissante Tchang de chez moi. Une personne d'après ce que j'ai lu dans les journaux, cette personne est une ressortissante de Tchang de chez moi. Et à ce moment, vous pensez que tous les miens, les gens de Tchang de chez moi, disaient que j'ai trahi. Et donc, elle a été utilisée par ces gens-là pour amputer mes propos. Elle est fait paraître antisémite. Merci. Mais je pense que j'ai publié l'entièreté de mes propos en disant que ce n'est pas moi, que j'ai entendu dire que, et que je ne partage pas ces propos. Mais pour illustrer ce que je disais, j'ai entendu dire que des choses que je ne partage pas, mais néanmoins, je dis donc, je mets ma communauté en garde en disant, faisons attention. Merci. Nous ne pouvons plus faire le repli identitaire. Merci. Ce que nous allons faire maintenant, et ce que le président Paul Biya attend de nous, ce que nous embrassons auprès les autres communautés dans un interculturalisme qui est notre idéal. Ministre délégué auprès du ministre de la Justice, un poste qu'a occupé à l'époque Maurice Kamto. Vous pensez vouloir faire mieux que lui? C'est l'un de vos défis? Disons que les ministres ne se ressemblent pas. Nous n'avons pas le même tempérament. Il a fait ce qu'il a pu faire en son temps. Et moi, je fais ce que je peux faire pour le peuple camerounais. Et surtout, ce que je peux faire pour éclairer le peuple camerounais sur les zones d'ombre. Sur les zones d'ombre qui le rendent en colère contre le président. C'est-à-dire en dénonçant les gens, les manipulateurs qui sont tapis dans l'ombre et qui manipulent le peuple pour détester le président Paul Biya, alors que le président Paul Biya a précisément donné la voie à suivre pour quitter le néocolonialisme et devenir un État émergent. Nous avons les grandes opportunités, il faut les saisir. Le train est en marche. Il faut prendre son ticket, s'asseoir dans le train des grandes opportunités. J'ai eu l'occasion de profiter de votre télévision pour appeler les Ben Skinner, les colborseurs, les Bayam Salam, les enseignants, de prendre le train des grandes opportunités et de devenir les industriels de demain. Avant 2020, ils doivent devenir riches. Ministre délégué auprès du ministre d'État, garde des Sceaux, merci de nous avoir accordé ces minutes d'échange
pour éclairer l'opinion sur votre vision, sur ce que vous pensez du Cameroun et l'actualité qui l'entoure. Merci encore et bon retour. Je voudrais vous remercier également et remercier surtout vos téléspectateurs d'être indulgents. Si mes propos les ont heurtés autrefois, ou si mon changement d'option de logiciel les a heurtés, je voudrais simplement leur demander d'analyser avec froideur, sans passion, la pensée du chef de l'État que je voudrais véhiculer. La pensée du libéralisme communautaire comme étant l'alternative pour devenir des industriels, pour que nous puissions profiter du mandat des grandes opportunités qui s'offrent à nous. Nous devons avoir le capital. Merci. Et je vous ai dit que en communautarisant nos moyens, on devient des industriels. Merci. Le Ben Skinner devient industriel. Le Bayam Salam devient industriel. Merci beaucoup. Les enseignants, les journalistes, les avocats. C'était le prétexte de ce soir, le livre dont vous avez fait la présentation en juin dernier. Du moins, au cours de ce mois, c'est le 14 juin dernier. Tout à fait. Bonsoir, merci et à la prochaine.